La planche. La planche. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Planche, Tu vois la planche comme les planches de bande dessinée. le podcast qui explore les profondeurs du métier d'auteur et d'autrice de bande dessinée. Une production du musée de la BD de Bruxelles. Je m'appelle Ronan Chabra, Bonjour. jeune auteur en herbe. J'adore poser et me poser des questions. Qui suis-je? Où vais-je? Mais tais-toi, toi. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir m'entretenir avec plusieurs auteurs et autrices de bande dessinée afin de leur poser des questions et d'explorer avec eux les méandres de la création. Dans cet épisode, c'est en leur compagnie que j'explore cette relation particulière qu'est la collaboration scénariste-dessinateur. Scénariste, dessinateur. Quel degré de complicité est nécessaire pour une bonne collaboration? Je t'aime. Ah non. Quand on est dessinateur ou dessinatrice, comment trouver la bonne distance ou la bonne proximité avec le scénario? Quand on est scénariste, à quel point orienter le travail du dessinateur ou le ou la laisser faire? Bonne question. À quel point le dessinateur peut devenir scénariste et le scénariste dessinateur? Juste cette casse-ci, je trouve la perspective. Quoi? Elle est pas. Elle est pas quoi? Elle est un peu ratée. Raté? Faut pas T'es le. dessinateur peut-être? Non, mais c'est pas Parce pour. que moi je te dis, oh il manque un cliffhanger. C'est avec ces questions et mes quelques a priori personnels que je suis allé recueillir des réponses qui, je l'espère, vous intéresseront autant qu'elles m'ont intéressé. Ok. Bonne écoute. On y va. Elle en était bleue, maintenant c'est juste autour des yeux. Car c'était une armoire qui voulait être un homme, mais c'était une armoire qui n'en avait que la forme. Moi, je dis toujours, moi, je raconte des histoires, et quand je change de dessinateur, je change de dictionnaire. En gros. Denis Lapierre, scénariste entre autres de la bande dessinée Le Bar du Vieux Français avec Jean-Philippe Stassen au dessin et de la série Ludo avec Pierre Bailly. Donc, quand je travaille avec Pierre Bailly, quand je travaille avec Jean-Philippe Stassen, quand je travaille avec Ruben Pereiro, ce sont des dictionnaires différents, ce sont des mots différents, et moi, je dois faire avec. Et ce qui me passionne, c'est la couleur, la qualité, la force de leurs mots. Et donc, je sais que j'écris du scénario, donc je raconte une histoire avec ces mots-là, et pas avec... donc, j'écris pas un scénario pour Pierre, comme j'écris un scénario pour Ruben, ou comme j'écris un scénario pour Michel Vaillant. Parce que chaque fois, je m'adapte à l'éventail de vocabulaire que j'ai devant moi. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, avant de faire une histoire, tu as déjà le dessinateur en tête, tu as déjà le dictionnaire en tête. Alors, il y a deux choses. Quand je crée une histoire, c'est-à-dire quand je fais un synopsis, c'est-à-dire là, c'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire d'un homme, il se passe ceci, il se passe cela, à la fin, ça se termine comme ça se passe à telle époque, etc. Ça, c'est hors dessinateur. Je ne sais pas a priori pour qui je le fais. Après, la question se pose, avec une thématique et un personnage comme ça, quel genre de dessin ou quel genre de dessinateur pourrait être, ou dessinatrice pourrait être intéressé par cette histoire. Et à ce moment-là, je propose ce scénario ou pas à quelqu'un. Et c'est seulement à ce moment-là, en sachant avec qui je vais travailler, que je découpe. Voilà, parce que quand je travaille pour Paul Gillon, c'est 3 ou 4 cases par page, avec des cases particulières, avec du narratif, etc., parce que Paul est très illustrateur. Quand je travaille avec Jean-Philippe, c'est différent. Stassen, c'est différent. Quand je suis avec Ruben, je peux faire il a une force qui me permet de me passer de texte à plusieurs moments. Enfin, voilà, c'est des... Et Ruben, ils peuvent mettre 8 à 9 cases par page. Voilà, Gillon, c'est 4, 5 maximum. Donc, du coup, on ne découpe pas de la même manière parce qu'on a un certain nombre de pages pour raconter l'histoire. Donc... Et alors le format aussi, si on travaille plutôt en format roman graphique actuel qui est plus petit que le format BD belge, ou qu'on sait que l'album va être publié dans un format plus grand, on ne travaille pas de la même manière aussi. Par rapport à toutes ces collaborations que tu as eues, est-ce que c'était des gens avec qui tu étais toujours familier en amont, ou bien parfois il a pu arriver que ce soit des rencontres faites par des éditeurs Là, du coup, j'ai tout eu. Ah oui, avec toutes ces collaborations. Ouais, j'ai tout eu. Par exemple, Paul Gillon, je connaissais son travail, mais je connaissais pas du tout l'homme. Je l'avais jamais vu, jamais rencontré. C'est l'éditeur qui m'a demandé si ça m'intéressait et de faire une proposition. J'ai fait une proposition. Je sais que d'autres scénaristes avaient été contactés de la même manière et avaient fait ou non des propositions. Il se fait que Paul et l'éditeur
qui était à l'époque Claude Gendroche et Dupuis, m'ont choisi pour faire l'histoire. Et là, j'ai découvert un être incroyable, un être humain vraiment formidable. Et moi, bon, il avait quand même, je vais dire, 35 ans de plus que moi. Il avait le double de mon âge quand j'ai travaillé avec lui. Et donc, oui, j'ai vraiment découvert... Ça m'a vraiment enrichi de travailler avec Paul Gillon. Voilà, à d'autres moments, on me propose de travailler avec un auteur que je ne connais pas, ça ne se passe pas bien, et puis voilà, ça s'arrête. C'est pas grave. Quand ça se passe pas bien. C'est-à-dire, quand ça ne se passe pas bien, on va au bout du contrat. Mm. Parce que bon, parfois, chez Dupuis, pour des séries, on a des contrats de 5 albums, donc on fait les 5 albums. Et puis on essaye de passer à autre chose. Mais ça, en fait, au départ, ça va toujours bien. C'est au fil du temps qu'on voit... Voilà, parce qu'on n'est pas... Mais par contre, je sais que Ruben, je ne le connaissais pas bien. Je l'avais rencontré comme ça, comme on peut rencontrer quelqu'un dans des salons, et on peut discuter entre nous comme ça, parce que juste, on a un respect mutuel pour le travail de l'un de l'autre. Mais c'est moi qui ai vraiment voulu travailler avec lui, et je lui ai vraiment demandé pour travailler avec lui, et puis lui a eu du plaisir de travailler avec moi, et voilà, on fait des albums ensemble. Est-ce que tu dirais qu'une forme de complicité est quand même nécessaire quand on travaille avec un dessinateur, idéalement, ou pas nécessairement? Alors, ça dépend ce que tu appelles une forme de complicité. Si c'est une complicité humaine, c'est pas obligatoire. Il faut pas être des ennemis, on est bien d'accord, mais ça peut être des très bons collaborateurs. On peut même travailler, on peut même vraiment se compléter vraiment bien dans le boulot. Je peux sentir son dessin au point de vraiment lui faire du scénario sur mesure et que lui se dise « Waouh, c'est facile de travailler sur ce scénario parce que ça me convient trop bien. » Et en même temps, on peut ne pas se voir pendant 3 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas obligatoire. Tu as des cas de figure très différents, j'imagine. Oui, tout existe. Tout existe. Parfois, Pierre, je sais que Pierre Bailly, c'était un pari. C'est que moi, j'étais un membre d'un jury qui donnait des prix à des très jeunes auteurs. C'est la FNAC, je crois, qui avait organisé ce concours en Belgique et qui devait donner un prix à un jeune auteur pour le... Je ne sais même plus en quoi consistait ce prix, d'ailleurs, mais peu importe. Avec un peu de chance, c'était des bons d'achat pour acheter des bouquins. Hein. mais je sais que par rapport au jury, moi, j'aurais voulu que ce soit Pierre qui ait le prix, et c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Et je trouvais ça injuste, parce que ce quelqu'un d'autre, pour moi, était trop conventionnel, était trop... enfin, je veux dire, il avait recopié des trucs, et bon, voilà. Pierre, je sentais qu'il avait un style, qu'il avait une personnalité, qu'il avait vraiment... Chez des jeunes, c'est ce qui compte. Et donc, il a eu le deuxième. Il a pris 2. Il était le deuxième et pas le premier. Et je sais que je lui ai dit à la remise du prix, mais t'inquiète, je vais te faire un scénario et tu seras professionnel avant l'autre. Voilà. Et il se fait que je lui dis ça comme ça, je ne le connaissais pas. Et puis finalement, on s'est bien entendu. On a quand même fait une dizaine de bouquins ensemble, quoi. Donc voilà. Donc parfois, c'est des paris comme ça qui se passent et puis ça marche. C'est instinctif, ça. Et forcément, comme dans tous les paris, il y a une forme de risque, entre guillemets, où on ne sait pas si ça va... Ah ben non, c'est jamais, non, c'est bien jamais. se passer. Voilà, oui, c'est vrai que je travaille toujours avec de plus en plus avec des dessinateurs plus jeunes, forcément. Mais oui, c'est intéressant Ruben, il est plutôt de ma génération, donc là, on va sortir un album ensemble encore prochainement. Là, sur Michel Vaillant, je travaille avec Marc Bourgne. Marc Bourgne, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas et qui m'a pas été imposé, mais qui est arrivé comme moi je suis arrivé. On se connaissait pas, ni lui ni moi. Et puis, il se trouve qu'on a du plaisir à travailler ensemble et qu'on se comprend bien et qu'on a les mêmes préoccupations de narration par rapport à Michel Vaillant, en tout cas. Et donc, voilà, ça se passe très bien. Mais on ne se connaissait pas et... On se voit au salon, on se voit une fois par an, quoi, Marc et moi. Mais on s'appelle, on s'écrit et tout ça. Mais voilà, c'est vraiment le principe de la collaboration, quoi.
On est dans une façon de travailler où à tout moment, en fait, si tu veux, on est au service de l'histoire, quoi. Donc à tout moment, s'il y a quelque chose qui fait qu'on a l'impression que ça ne marche pas, qu'on a un doute, on va modifier, toujours. Même si on est à la bourre, on va demander à nos éditeurs de rajouter un petit délai, mais on ne va rien lâcher si on n'est pas complètement satisfait de ce qu'on a fait, quoi. Céline Frépon, scénariste entre autres de la bande dessinée Le Muret et de la série Petit Poilu avec Pierre Bailly au dessin. Je vais d'abord dessiner une espèce de storyboard super bancal avec la succession des scènes que j'ai imaginées. Bon, là, il y a des trucs, je vois bien, qui ne fonctionnent pas toujours super bien, mais je me dis, on ne va pas commencer à vouloir faire tout de suite quelque chose de parfait, puisque ça n'a pas de sens. Donc, en général, je m'arrête à ce storyboard qui est comme il est, dans l'état dans lequel il est. Et là, je le passe à Pierre, qui, lui, va le dessiner rapide aussi, avec son trait et avec sa virtuosité. Déjà, ça donne tout de suite autre chose. On voit déjà un peu émerger une étape un peu plus convaincante. Et donc, moi, je m'empare de cette étape-là, après, et je vais commencer, donc ça souvent on fait des photocopies en grand nombre, parce que je vais commencer à saquer dans tout en fait. Donc je vais, avec ma paire de ciseaux, mon pot de colle, du Tipex, des morceaux de papier, mon crayon, je vais vraiment faire un travail de redécouper tout. Quand c'est nécessaire, bien entendu, les séquences qui fonctionnent, je les laisse comme ça. Et quand ça ne fonctionne pas, je retravaille, quoi. Et là, je découpe des cases, j'interchange, je raccourcis des séquences. Parfois, je redessine alors des cases. Et c'est vraiment tout un travail très patchwork. Donc, si tu dois voir le travail visuellement, c'est un bordel, quoi. C'est collé, c'est recollé, c'est typexé, puis je reviens parfois avec du bic dedans. Ça fait une espèce de galette parfois parce que comme je superpose des feuilles, ça commence à s'épaissir, tu vois. Et là, je retravaille complètement le découpage. Et de nouveau, cette étape, je vais la redonner à Pierre, qui lui, de nouveau, va la redessiner. Alors du coup, on arrive dans des trucs beaucoup plus propres. Et on va faire ça, en fait, jusqu'à ce que vraiment il y ait cette histoire qui apparaisse de manière plus efficace, quoi. Elle va nous paraître être OK, tu vois. Maintenant, ça arrive que quand Pierre se met à dessiner les pages, ça arrive qu'on ait parfois encore des doutes qui arrivent. Parce que tu vois, tu laisses un peu poser ton histoire, moi notamment, parce que lui alors se met à la dessiner, donc moi je suis plus dedans, je fais autre chose. Et parfois quand je revois quelques semaines après le travail, il y a des choses qui me sautent aux yeux que je n'avais pas vues avant. Et c'est pour ça que c'est toujours bien de laisser poser un petit peu son boulot, quoi. C'est parce qu'après, quand tu y reviens, forcément, il y a des choses qui arrivent et là, tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, en fait, et qu'il y a peut-être un peu des incertitudes. Donc, on peut encore remodifier encore un petit peu à ce moment-là. Tu vois ? Jusqu'au bout. En fait, on ne s'empêche jamais de modifier. Et maintenant, on a des enfants plus âgés, mais quand on avait des plus petits-enfants, forcément, on se servait d'eux comme des gobets et on les faisait lire. Et parfois, même jusqu'au bout, à la dernière étape, ils mettaient le doigt sur des trucs et on se disait « Merde !» Ça, c'est pas encore tout à fait clair, en fait. Et là, on rechangeait encore, quoi. Quitte à refaire des cases qui étaient déjà ancrées, quoi. Ah oui, vous disiez ce qu'ils comprenaient, et parfois il y a des choses qui passaient pas. Et même parfois à l'ancrage, alors qu'on pensait que tout était fluide, ça peut être des petits trucs. Tu sais, dans Petit Poilu, la moindre direction de pupille qui prête à confusion et tu comprends tout de travers. Si tu as l'impression que le personnage regarde en fait un autre personnage, etc. Enfin, tu vois, il y a des trucs. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est de l'horlogerie, Petit Poilu. C'est vraiment ça, c'est que comme on n'a pas le filet du texte, on n'a pas ce support texte, on ne peut pas se permettre de transmettre une mauvaise info, sinon le lecteur ne comprendra plus rien. Donc, on doit vraiment tout vérifier. La moindre posture peut donner une indication qui n'est pas la bonne. Le moindre doigt relevé à un mauvais endroit peut donner l'impression qu'un personnage montre quelque chose, alors qu'en fait, non, c'était juste le dessin qui était mal torché et qu'il ne fallait pas ce doigt-là à ce moment-là. Donc, il faut tout le temps vérifier. Et parfois, nos éditeurs
retrouve encore des petites... donc vraiment jusqu'à la toute dernière, Ah oui. il y a encore parfois des petites erreurs minuscules, hein, c'est vraiment tout petit, ou parfois des trucs de couleur qu'on oublie. Bon, ça c'est normal, quoi, des trucs. Et c'est simple d'un moment donné se dire ok là c'est bon, on l'a, ou bien c'est un peu infini toujours les choses Bah, à c'est un peu modifier. infini, et c'est d'ailleurs pour ça que j'arrive pas à lire les tomes quand ils arrivent à la maison. Ah oui, c'est c'est parce ça, que ouais, si tu je les- me replonge dedans, j'ai encore retrouvé des trucs que je trouve qui vont pas, mais à un moment il faut lâcher. Il faut se dire, voilà, c'est comme ça, ok, là il y a des trucs dans certains tomes de Petits Poilus où on se dit, merde, là quand même, on a laissé passer un truc. Mais à un moment, tu vois plus quand tu es dedans. C'est pour ça que je dis, il faut ce recul. Mais sauf qu'en deadline, tu dois rendre ton travail. Parfois, tu n'as pas tout ce temps de pouvoir te dire, oh, je vais encore laisser un petit peu reposer et venir voir s'il ne traîne pas un petit machin ou le. Donc, il y a un moment, il faut rendre ton boulot. Et parfois, il y a encore des petits trucs. Mais c'est des petits machins. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu jusqu'ici vraiment, dans une des histoires, un moment où on s'est dit, ah là, on a quand même un peu merdé. Ça prête vraiment ou même des gens qui nous disent, ouais, ils sont super vos albums, sauf celui-là, parce que vraiment, on comprend rien. On n'a encore jamais eu ça, quoi. Ça n'est jamais arrivé. Oui, que Non, vous ayez voilà, des où retours un vraiment peu- il y a eu un moment où on a vraiment pas assuré et qu'on comprend pas ce qu'on veut dire. Avec Pierre, vous faites toujours en sorte d'être toujours d'accord sur la direction, sur la manière, où il a pu arriver que parfois il y a des compromis ou des désaccords peut-être Oui, dans la manière il y a de des raconter. désaccords parfois, hein, bien sûr, et c'est ça qui est riche aussi. Évidemment, c'est plus facile quand on est d'accord, parce qu'à ce moment-là, on fonce et ça avance bien. Parfois, il y a des désaccords. Alors, on est beaucoup dans le dialogue. On a la chance de vivre ensemble, donc on peut en parler un peu. C'est une chance et une malchance, parce que du coup, on parle souvent au boulot. Mais non, mais c'est aussi très chouette. Donc, on parle beaucoup. De nouveau, comme je disais tout à l'heure, on est toujours au service de l'histoire. Donc, l'idée, c'est d'arriver au bout. C'est pas de camper son opposition, ou c'est pas une compétition entre nous de celui qui va avoir le dernier mot. On n'est pas là-dedans du tout, quoi. En fait, pas du tout. C'est peut-être nos tempéraments de base, mais on a juste envie de faire une chouette histoire et on fait tout ce qu'on peut pour en arriver à ça. Maintenant, c'est vrai que parfois, il y a des vraies frictions, quoi. Il peut y avoir des vraies tensions avec des visions différentes et il s'agit de prouver à l'autre Des que visions peut-être... d'histoire, oui. Oui, voilà, différentes. c'est ça, oui. Parfois, Pierre, même au niveau scénario, peut me faire des remarques sur des choses, quoi. Il me dit, ouais, moi, je trouve que ce personnage-là, à un moment donné... ce qu'il vit, je trouve que ça pourrait être mieux, ou alors... Enfin, on s'autorise à se faire mutuellement des remarques et on essaye de pas trop mal le prendre, quoi. On prend sur nous. Et puis voilà, l'idée, c'est d'avancer et de faire un chouette tome. C'est ça le but. Mettre l'ego de côté, il faut parfois le faire, quoi. Voilà. La plus grande collaboration à ce jour, c'est celle avec Éric Lambé. Philippe de Pierrepont, scénariste entre autres de la bande dessinée Paysage après la bataille avec Éric Lambé au dessin et Tout faux avec Stefano Ricci. Et ça, c'est ni Éric ni moi qui sommes à l'initiative, c'est Olivier Marbeuf, le créateur d'Amok, qui est devenu Frémoc quand ils se sont alliés avec Fréon et Thierry Van Asselt. Et en fait, Amok avait publié la version française de la bande dessinée avec Stefano Ricci. Et il m'avait dit, tu devrais rencontrer Éric Lambé, je pense que ce serait vraiment pas mal que vous bossiez ensemble. Et je connaissais les travaux d'Éric, les Botany Comics que j'adorais. Et au début, je me suis dit, ah bon ? S'il le dit, c'est qu'il doit voir quelque chose que je ne vois pas. Et visiblement, il a eu raison, puisqu'on a fait pas mal d'albums ensemble et que ce sont des albums dont on est très fiers tous les deux, quoi. Tu sais ce qu'il avait senti à ce moment-là ? Il avait senti une proximité. Oui, je pense qu'il avait senti l'univers commun, les dimensions communes qu'on a Éric et moi, et que moi, ni Éric ni moi, on avait spécialement senti au début. C'est dans le travail, dans le partage, que petit à petit, on s'est rendu compte, en fait, c'est incroyable, on a une partie de notre imaginaire qui est vraiment incroyablement proche.
moi, je suis à chaque fois bluffé, surpris, quand Eric me montre les planches qu'il a faites à partir de mes scénarios. Bon, à certains moments, voilà, il me dit, viens, j'ai avancé, faut que tu regardes, faut qu'on discute. Et je suis à chaque fois bluffé par le... C'est comme si je lui avais... C'est comme si c'était passé quelque chose entre nos deux cerveaux et qu'il décrit en images des choses que je lui ai pas dites, en fait. Mais c'est comme ça que je les voyais. C'est vraiment troublant. Hein. Je suis complètement surpris qu'il aille encore plus loin. C'est comme s'il allait, sans le savoir au fond de moi, sortir des images auxquelles j'ai pas accès et qui, quand elles sont là, je me dis, mais c'est exactement ça, quoi. C'est tout à fait ça. Donc c'est très étrange. Alors bon, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que comme j'écris les histoires en pensant aux dessinateurs qui veulent les dessiner et à leur univers, évidemment, je suis peut-être moins surpris puisque je connais leur univers à l'avance. Même Stefano, j'avais écrit Stefano Ricci pour Tufo, j'avais écrit le scénario comme un scénario de film, puis je l'ai réadapté en scénario de BD. Quand je l'ai réadapté en scénario de BD, je connaissais extrêmement bien son travail d'illustrateur. Donc en même temps, c'est une sorte de double mouvement. Je suis en même temps surpris, étonné qu'ils aillent, parce que Stefano aussi, hein, qu'ils aillent encore plus loin que ce que j'ai pu imaginer. Et en même temps, bizarrement, j'écris par rapport à leur univers préexistant. Les deux premiers scénarios avec Eric, ils étaient assez écrits, un peu comme des scénarios, scène par scène, planche par planche, case par case. Avec les dialogues aussi. Avec les dialogues, oui, bien sûr, avec les dialogues et une écriture assez imagée. Et puis très vite, comme cette complicité s'est révélée beaucoup plus grande que prévu à chaque album, les deux derniers albums, c'était quasiment des nouvelles que je lui ai données et il interprétait des nouvelles, quoi. Des nouvelles, dans ces nouvelles, au niveau de l'écriture, avec les mots, ce que je lui donnais, c'était quand même écrit très fort, de manière très factuelle. C'est pas de la littérature, hein. On ne pourrait pas publier ça comme une nouvelle, quoi. C'est quand même un scénario, hein. Je décris les actions, les faits, les circonstances et les dialogues de manière très crue, comme ça, en lui laissant justement un espace d'interprétation très grand, puisque c'est assez factuel finalement. Mais c'est sous forme d'image, enfin c'est sous forme d'image mentale. Enfin, moi j'associe ça à des images mentales, quoi. Mais par exemple, je ne décris pas les cadrages, ou alors implicitement. Parce que je dis, voilà, il réagit comme ça, et ça correspond normalement à un cadrage qui n'est pas nécessairement respecté par le dessinateur, parce que lui, il a sa propre vision. Hein. Mais c'est plus au niveau des... Par exemple, je ne définis aucun cadre, aucune valeur de plan, et de manière implicite, il y a un certain découpage. Mais je ne vais pas dire, voilà, image 1, image 2, image 3, je ne vais pas découper à sa place. Il y a, dans la manière de raconter, un découpage implicite qui demande une remise en question au moment où le dessinateur est avec sa planche devant lui, ses outils. En fait, c'est quand même la main, le dessinateur à travers sa main, au moment où il dessine, qui détient la vérité, parce que s'il ne le sent pas, il n'arrivera pas à le dessiner. Ou il arrive à le dessiner, ce sera moche. Donc, pour moi, j'ai aucun problème à lui laisser cette responsabilité et cette place-là. Je ne sais pas dessiner. J'ai des images dans ma tête, mais que je ne pourrais même pas dessiner. Donc, et très clairement, souvent, une bonne idée se révèle être une fausse bonne idée quand on la dessine. Au moment même où on la projette sur la feuille, tout d'un coup, elle change, parce que le dessin appelle à autre chose, le trait appelle à autre chose, ou l'espace de la feuille blanche appelle à autre chose. Et c'est ce moment-là qui est le moment de vérité. Et je ne suis pas là à ce moment-là. Donc j'ai vraiment beaucoup d'humilité à me dire, je ne vais pas commencer à imprimer une contrainte, un filtre tellement grand que
que ce moment de vérité ne peut pas s'exprimer. Et est-ce que ces moments de vérité du dessinateur qui dessine le scénario ont déjà infléchi sur le scénario en lui-même, fait que l'histoire évolue dans un sens un peu imprévu, par exemple? Oui, dans Paysage après la bataille, par exemple. C'est quasiment le seul où ça a vraiment ça a infléchi l'histoire. Dans tous les autres, c'est très proche quand même. Finalement, quand on regarde, quand on relit, c'est assez proche du scénario. Bon, c'est une interprétation du scénario, mais c'est quand même assez fidèle, disons. Alors, Paysage après la bataille, c'est très fidèle au scénario, mais il y a une dimension qui était mésestimée, sous-estimée dans le scénario, et qui a pris une ampleur inattendue dans le bouquin final. C'est la dimension des fantasmes, des cauchemars éveillés. Parce que je lui file le scénario, il le lit, puis on en parle. On en parle même parfois beaucoup. Et puis après, c'est bon, il a la matière et il commence à travailler. Et avec Eric, au début, on se voyait beaucoup, et puis quasiment plus. Pour les 2 derniers, on se voit beaucoup au début et on se voit beaucoup à la fin. Mais pendant, après X mois, il m'appelle, il me dit « Tiens, voilà, j'ai 40 planches en plus, ce serait quand même bien que tu viennes. » Ah bah oui, bien sûr, je serais très heureux. Et puis il les étale par terre et on a une sorte d'image globale des scènes, des chapitres qui sont racontés, et d'image globale de l'esthétique générale. Et à ce moment-là, il me demande une sorte d'œil extérieur, de retour. Et puis à la fin, il y a un gros travail de montage, comme un montage cinéma. Eric a tendance à dessiner beaucoup, et chaque image entraîne une autre. Le dessin s'auto-nourrit, et parfois rythmiquement, ça fait des scènes qui sont beaucoup trop longues par rapport à la rythmique générale de l'histoire. Et donc, il y a des sortes, au niveau narratif en tout cas, pas au niveau graphique, mais au niveau narratif, il y a des sortes de ventre mou comme ça. Et donc, je lui fais des propositions de montage où on redécoupe, tout d'un coup, c'est évident qu'il faut mettre cette scène-là avant l'autre. Et à la fin, il y a un travail d'élagage, de découpage, de redécoupage et de suppression de dialogue. Dans mes scénarios, il y a très peu de dialogue, mais quand le dessinateur est passé au travers du scénario, son dessin, ses images racontent tellement de choses parfois qu'il y a vraiment que même le peu de scénario que j'ai écrit est inutile. Et donc, je lui propose des élagages de bulles, et en général, il est assez d'accord. C'est très important la première lecture qu'on a d'un scénario, quoi. Et les émotions, comment on est touché par l'histoire, quoi. Donc quand je lis un scénario de Philippe, je suis tout de suite touché par ce qu'il raconte, par les personnages, par les espaces. Éric Lambey, dessinateur entre autres de la bande dessinée Antipode, scénarisée par David B, et Paysage après la bataille, scénarisé par Philippe de Pierrepont. Et parce qu'il les écrit sous forme de nouvelles, donc j'ai vraiment l'impression de lire un texte littéraire où les émotions sont déjà très présentes. Et les émotions que je ressens là, c'est vraiment hyper important, quoi. La première lecture, c'est essentiel. Après, je relis. Et puis, je me mets à essayer de mettre en scène ça, de trouver un rythme, de trouver un langage visuel. Donc la BD, c'est quand même beaucoup... Il y a du visuel, mais il y a aussi beaucoup de la temporalité. Et donc, c'est ce qu'on appelle le ton d'un récit, je pense, l'atmosphère générale d'un récit. Et ça, à la première lecture du scénario, je pense que j'en ai de manière abstraite, une vision, un sentiment qui s'installe, mais c'est hyper abstrait. Donc il faut le trouver. Et donc c'est concrètement après, dans la recherche des styles, les variations et tout ça qu'on commence à trouver. Je sais pas, Paysage après la bataille, par exemple, la première version, où j'ai quand même fait 60 pages, je pense, n'a rien à voir avec le dessin qui est finalement celui de Paysage après la bataille à la fin, quoi. Mais à un moment, oui, je pense que il y a une espèce de solution qui se trouve devant moi, qui me semble correspondre
à ce que je pense être la meilleure manière de traduire le scénario. Quand la recherche dure assez longtemps, en tant que dessinateur, je pourrais avoir peur d'oublier justement l'émotion que m'a procuré le scénario initial. Toi, à ce niveau-là, tu n'as pas ce problème? Non, parce que le scénario en lui-même, enfin en tout cas les scénarios de Philippe, ont déjà la force en eux-mêmes, sans être illustrés. Ils ont déjà une force émotionnelle grande, quoi. Et je fais une très grande confiance à la personne avec qui je travaille. Donc je discute assez peu. Je remets pas en question, par exemple, les scénarios. Je sais qu'il y a des auteurs qui sont très intrusifs. Des dessinateurs, ils sont très intrusifs, qui veulent presque réécrire l'histoire à la place du scénariste, qui posent plein de questions. Et moi, non, je prends... Et même les endroits où je me dis, il y a un truc qui va pas très bien là-dedans, je me bats avec, quoi. Je dis, mais non, ça doit être bien. Enfin, c'est parce que ça m'évite aussi de voir des longues discussions que je trouve pas utiles. Et je pense que je décroche sans doute aussi... il y a le scénario, il y a ma manière de le représenter. Et à un moment, je dois avoir trouvé une manière de représenter qui est assez fidèle et en même temps pas fidèle. Mais qu'en croisant les deux, on va arriver à créer un livre, quoi. Bon, après, il y a aussi les discussions avec Philippe. Philippe, je lui montre à chaque étape où j'en suis. Et lui aussi, il a son... Philippe est quand même un cinéaste aussi, donc il a un rapport à l'image assez important. Et il a aussi un regard aiguisé sur tout ça. Donc à un moment, lui aussi, toutes mes recherches, mes échecs ou trouvailles, il voit aussi, lui, si tout d'un coup, ça colle avec ce que lui imaginait du projet, quoi. Tu as besoin beaucoup d'un regard, que ce soit pendant la recherche ou pendant les planches? Non, pas trop, je pense. Je pense pas trop. Enfin, avec Philippe, ça a évolué aussi au fur et à mesure de nos albums. Le premier album, là, on se voyait quand même presque toutes les semaines, je pense. C'était assez intense. Presque toutes les semaines, il passait à l'atelier voir ce que j'avais fait. Alberto G. Oui, Alberto, ouais. Et au fur et à mesure, sur Paysage après la bataille, quand on arrive au 4e livre, là, je crois que je le voyais une fois tous les 3 mois, quoi. Je lui montrais une fois tous les 3 mois les pages que j'avais fait et je préférais travailler dégagé d'un regard perpétuel. J'avais une assez grande confiance sans doute en ce que je faisais. Et lui avait une confiance aussi, ouais. Je suppose, réciproque. Ouais, je pense. Ouais. Donc tu as travaillé avec différents scénaristes, donc Fabien Wellman, Philippe Thom et Olivier Boquet. Olivier Boquet, c'est ça. Est-ce que la dynamique entre chaque collaboration était très différente? Très différente avec Philippe Thom. Oui, lui, il travaillait planche après planche. Donc je termine une planche pour qu'il puisse la voir, pour qu'il me donne la planche de scénario suivante. Bruno Gazzotti, dessinateur entre autres de la série Seul, scénarisée par Fabien Wellman, et sur la série Soda avec Philippe Thom. Et Philippe Thom dessinait ces scénarios. Donc il faisait déjà le prédécoupage de la planche, alors que Fabien et Olivier Boquet, c'est tout écrit. C'est déjà découpé au nombre de cases et les dialogues, mais c'est pas dessiné, donc qui fait que ça me laisse plus de liberté pour le découpage quand je travaille avec Fabien Wellman et Olivier Boquet. Et la différence aussi, c'est qu'Olivier Boquet lui travaille par 8 ou 10 planches, et Fabien Wellman, c'est le scénario complet qui m'envoie en une fois qu'il est terminé, alors que Olivier Boquet, lui, aime bien aussi de voir mes planches au fur et à mesure pour voir s'il peut faire évoluer son scénario en fonction de ce qu'il a bien aimé dans le dessin. Donc c'est pour ça que lui envoie 8 à 10 planches à la fois. Ah, pour adapter ensuite peut-être son... Oui, genre là on a bien réussi un personnage, donc il va le réutiliser après, alors que c'était peut-être pas prévu comme ça dans le scénario au départ, quoi. Donc il a pu arriver que, en termes de scénario, ça puisse évoluer
avec les échanges que le scénariste avait avec toi, ou bien la plupart du temps c'est quand même le scénario comme un bloc et il reste plus ou moins le même jusqu'à la fin? Non, heureusement, je travaille avec des scénaristes intelligents qui me laissent un peu ouvrir ma gueule de temps en temps pour dire ah, tiens, là j'ai une idée, et ils me font croire que c'est une bonne idée, donc ils l'intègrent dans le scénario, mais c'est c'est comme ça que ça arrive. Oui, non, j'ai aussi mon mot à dire sur le scénario, genre ah, cette scène-là fonctionne pas bien, ou ce dialogue-là, je le sens pas comme ça, et donc ils corrigent comme selon mes remarques et comme eux peuvent faire avec mon dessin, quoi. Donc c'est plutôt cool de travailler comme ça. À la lecture de Seul, je trouve que des scènes d'action sont parfois si spectaculaires et impressionnantes. Je me demandais à quel point c'était écrit dans le scénario, ou alors si c'est vraiment toi qui parfois a les rênes pour ce genre de mise en scène. Non, c'est écrit dans le scénario, et c'est ça que je dis que Fabien a vraiment une vision cinématographique du scénario. Et parfois, bah, je m'arrache la tête en lisant le scénario, en me disant bah, comment est-ce que je vais arriver à dessiner ça et mettre ça en scène, quoi. Mais sinon, tout est écrit comme un scénario de film. Donc, il faut que j'arrive à retranscrire ce que le scénariste veut raconter, quoi. Donc là, c'est pas évident. Est-ce que c'est déjà arrivé que la scène soit trop complexe à dessiner? Oui, c'est arrivé une fois où j'ai dit à Fabien, non, là, je peux pas. Là, je peux pas, c'est trop difficile, c'est trop complexe. Au cinéma, oui, on pourrait, mais en BD, ça va être trop compliqué à mettre en scène pour que ce soit lisible et qu'on comprenne ce qui se passe. Donc, même si je comprenais à la lecture du scénario, mais une fois dessiné, ça allait être trop chargé, trop compliqué pour que ça rentre bien, en fait. Donc, voilà, c'est la seule fois. C'est arrivé une fois sur 10. Je travaille sur le 14e, donc sur 14 albums, c'est pas énorme. Ouais. Mais en général, je suis content quand il a des idées comme ça, parce que je trouve que ça apporte quelque chose à la série, d'avoir des scènes d'action où il arrive toujours à trouver des trucs originaux, quoi. Concernant mes collaborations, ça a beaucoup changé entre le début de ma carrière et maintenant, en fait, pour le dire vite. Fabien Wellman, scénariste entre autres de la série Seul avec Bruno Gazzotti au dessin et de la série Green Manor avec Denis Baudard. Au tout début, venant de nulle part, parce que j'avais pas fait d'école de dessin, je connaissais personne dans le milieu, j'habitais en Savoie chez mes parents, donc pendant mon service militaire en tant qu'objecteur. Donc en fait, j'étais assez démuni en termes de réseau. Et quand j'ai tenté de trouver des collaborateurs dessinateurs, dessinatrices dans des écoles de dessin, j'ai pas eu de réponse. Ce que je comprends un peu, parce que là encore, un jeune dessinateur, jeune dessinatrice, soit il a envie d'écrire lui ou elle, soit il a rencontré quelqu'un dans son école qui a une capacité de scénarisation, soit encore il est en train de viser un scénariste connu. Parce que je le constate, parce que moi, il y a des jeunes auteurs qui m'écrivent en disant est-ce que vous accepteriez de bosser avec moi? Donc il y a cette envie un peu d'aller chercher des gens qu'on connaît, dont on a vu le travail, ce qui est un peu logique. Statistiquement, c'est assez rare qu'un auteur établi ait le temps de bosser avec un très très jeune auteur ou une jeune autrice. Ceci étant dit, c'est pas impossible et ça dépend vraiment de la qualité de travail de la personne. Il y a des étudiants qui sont déjà d'un niveau extrêmement bon en sortant de leur école, quoi. Mais donc en gros, j'étais pas dans leur spectre, ça c'était sûr. Comme je connaissais personne en Savoie qui était dessinateur et qu'en plus j'avais quand même des velléités professionnelles à savoir je voulais des bons dessins, quoi. Donc pour le coup j'avais pas envie de commencer avec un débutant, c'est tout l'ego du jeune auteur aussi, hein. Et donc en fait au début c'était compliqué parce qu'au début je me suis dit comment déjà je vais rendre mes scénarios agréables à lire alors qu'ils seront pas dessinés, parce que c'est vrai qu'un scénario de base est quand même un peu austère. C'est pas très agréable à lire en fait. L'objet scénario est pas très agréable à lire. C'est ni un bon roman, ni un bon film. C'est un objet de travail où tu fais parler des gens. Je reviendrai peut-être sur la forme que ça, mais c'est un peu austère. Donc j'avais fini par choisir de rajouter une sorte de mood board, plus ou moins, je crois, de ce que je voulais faire passer comme atmosphère. Quand c'était des scénarios humoristiques, parce qu'au début j'en ai un peu fait, je les dessinais en partie. En précisant bien que j'étais pas dessinateur, mais j'ai quand même un coup de crayon qui rendait le dessin expressif. On va dire un peu comme un sous-Reiser. C'est-à-dire que Reiser est vraiment un bon dessinateur en fait, mais c'était un peu comme du Reiser mal gaulé, mais très expressif, ce qui permettait qu'une partie de l'humour des situations passe par le dessin.
Et moyennant quoi, j'ai commencé à bosser dans le magazine Spirou, qui a été le premier à me donner ma chance, après pas mal de refus quand même. Et donc là, à cette époque, et dans ces circonstances précises, parce que je ne sais pas si Spirou maintenant fonctionne de la même manière, moi j'envoyais des scénarios qui étaient validés par la rédaction, et je ne voyais le résultat que dans les pages de Spirou, et je découvrais le résultat dans les pages de Spirou, c'est-à-dire que j'avais aucun lien avec les dessinateurs. C'était attribué par leur bon soin à quelqu'un. Par contre, j'étais en train déjà de taper à la vitre depuis un bout de temps en disant j'adorerais, si c'était possible, bosser avec machin, machine. Donc, et entre autres, par exemple, j'ai fait quand même pas mal le forcing pour bosser avec Denis Baudard, qui est un dessinateur belge que je connaissais, dont je connaissais le travail, je veux dire, que j'adorais, qui était dans Spirou régulièrement à l'époque. Et je me disais, mais ce type, il a un génie, c'est incroyable. Et il n'a pas vraiment de série claire. Même si au moment où moi je suis arrivé chez Spirou, il commençait une série qui s'appelait Space Monkeys. Mais bon, le rythme n'était pas régulier. Il avait l'air de faire des récits courts de temps en temps. Donc j'arrêtais pas de leur dire, s'il vous plaît, un jour, faites-moi bosser avec lui, quoi. Ce qui a fini par arriver. Et c'est devenu Green Manor, qui a été à peu près mon premier bouquin publié, quoi. Donc au début, c'était ça. C'était de demander à la rédaction si je pouvais pas bosser avec des gens. Ce qui s'est passé, c'est que par le biais de Spirou, j'ai quand même commencé à connaître des gens, des noms. C'était rare qu'on se rencontre, hein, parce que moi j'étais encore chez mes parents longtemps. Après, j'ai vécu un peu en colocation à Paris avec un de mes anciens amis d'école de commerce, qui m'a presque... C'était presque du mécénat, en fait, parce qu'il payait plus le loyer que moi, quoi. Et moi, je gagnais pas grand-chose. Mais cette période m'a permis, en étant à Paris, de commencer à rencontrer certains de ces auteurs avec qui j'avais échangé par téléphone à l'époque de Spirou, enfin de mes débuts dans Spirou. Et entre autres, Gwen de Bonneval, qui est devenu un ami, mais aussi quelqu'un qui m'a introduit dans des milieux. C'est-à-dire que Gwen a un peu bossé dans Spirou. On n'a pas bossé ensemble dans Spirou, mais on a fait connaissance. Moi, j'avais repéré le dessin de Mathieu Bonhomme dans Spirou, mais Mathieu me paraissait inaccessible. Or, Mathieu travaillait à l'Atelier des Vosges avec Gwen de Bonneval. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai découvert tout cet univers parisien de l'Atelier des Vosges, que fréquentaient des gens comme Johan Sfar, enfin, de loin en loin, Johan à l'époque, mais enfin, c'était un peu la queue de comète de son passage à l'atelier, mais il passait de temps en temps. Johan Chivard, de temps en temps, passait à l'atelier. Il y avait Marjane Satrapi, j'ai dû voir De Crécy à cette époque, Émile Bravo. Enfin, c'était, avec du recul, je me dis c'était fou, quoi. Cet accès à ces gens-là, c'était vraiment une chance inouïe. Moi, je découvrais tout ça avec des yeux pleins d'étoiles. Et là se passe quelque chose quand on commence à rencontrer les gens qui est très très important à mon sens dans la BD, c'est que on commence à les fréquenter un peu en même temps qu'on découvre leur boulot. Et c'est pas la même chose que de se dire, par exemple, j'aime bien le boulot de machin, que je connais ni d'Ève ni d'Adam, et avec qui, si ça se trouve humainement, ça va être compliqué. Parce qu'on peut adorer le boulot de quelqu'un et ne pas s'entendre avec cette personne. On peut aussi être très ami avec quelqu'un et ne pas aimer son travail. C'est même assez fréquent. Je pense que la plupart des gens avec qui on discute dans un festival, eux vont parler avec moi alors qu'ils n'aiment pas forcément mes scénarios. Et je m'en fous. Parce qu'on s'entend bien, quoi. Et moi, je peux tout à fait discuter avec quelqu'un dont j'aime pas le travail. Et des fois, je peux pas bien m'entendre avec quelqu'un dont j'adore le travail. Parce que c'est un congénial, par exemple. Il y en a plein dans la BD. On peut peut-être m'inclure là-dedans, d'ailleurs. Non, déjà, c'est deux... Quand même, je suis très, très assuré quand je dis ça. Est-ce que je suis vraiment si con? Est-ce que je suis si génial? Ça fait deux doutes. C'est la question. C'est la grande question. Mais je veux dire, par là, je peux tout à fait donner cette impression d'être un congénial de temps en temps. Et puis, en fait, n'être ni l'un ni l'autre, vraiment. Et donc, en fait, ce qui s'est passé à partir de là, c'est que ça s'est beaucoup passé par des festivals, des rencontres, des discussions. On aime bien dire qu'on se flaire le cul dans ces cas-là, comme deux chiens, toi, qui se tournent autour en disant genre, ah, j'aime bien ce que tu fais, ah ouais, moi aussi, et bien, on se parle et tout. Et puis des fois ça prend, des fois ça prend pas. Des fois on bosse ensemble, mais on se rend compte en ayant bossé ensemble que un truc n'est pas là. Ça n'a jamais été, moi dans mon cas, humain, du style vraiment une brouille pas possible avec la personne. C'est plutôt qu'on réalise au bout d'un moment que quelque chose ne prend pas dans le travail, ou c'est un peu intangible, hein, c'est difficile à dire. Bon an, mal an, je choisis les gens avec qui j'ai envie de travailler, et ça vient généralement de moi. C'est assez rare que ça passe par l'éditeur. J'ai quelques contre-exemples. Il y en a un, c'est par exemple quand David Chauvel a lancé la collection 7. Là, il disait, je chercherais un dessinateur, je voudrais que ce soit des gens de milieux très variés, pourquoi pas même hors de la France. Et c'est grâce à lui que j'ai bossé avec Sean Phillips, qui est un auteur anglo-saxon, et on a fait 7 psychopathes. Donc là, c'était plus une proposition acceptée par moi, mais de David. Là, je travaille avec Roger Ibanez,
Roger Ibanez est catalan, il aime bien travailler avec Dargaud Benelux, c'est Rioun Rechamp qui est son éditrice. Et quelque part, le deal, c'était un peu, si je bosse avec Roger, je bosse avec Rioun, et ça s'est avéré très bien, parce que c'est une super éditrice. Donc il s'avère que parfois, c'est pas aussi clair. Mais la majorité du temps, je commence à bien m'entendre et à bien aimer le travail d'un auteur, d'une autrice, et on commence à discuter. On se dit, ça serait quoi le truc qu'on pourrait faire ensemble, quoi. Une fois que cette base, elle est commune, après, il y a un spectre de type de collaboration qui va aller d'un extrême à un autre, et avec une moyenne. Les deux extrêmes vont être l'exemple de Green Manor, où je suis plus aux commandes du scénario. Et mes histoires dans Green Manor sont des histoires criminelles très précises, très compliquées. C'est vraiment un whodunit, quoi. Qui a tué qui. J'ai 7 pages pour le faire, c'est des récits très courts. Et il y a genre une double chute à la fin. Donc on est vraiment dans de la mécanique de précision, c'est très compliqué. Et dans ces cas-là, grosso modo, Denis me laisse faire. Je fais mon scénario. J'ai quand même vérifié vaguement que le thème lui plaisait, mais bon, j'écris mon scénario. Il le fait à la lettre, et puis voilà. Je dis pas qu'il n'a pas envie maintenant de changer, hein, mais à l'époque, c'était ça le modèle. Donc là, on est dans quelque chose où j'écris dans mon coin, et à certains égards, le dessinateur ne dit rien. J'ai un autre exemple de collaboration comme ça, ponctuel, ça a été Les 5 compteurs de Bagdad avec Franz Duchazot, où en gros, il m'a donné les clés de la voiture, et puis j'ai fait mon scénario, il m'a fait confiance, et je dis pas qu'avec Franz, on travaillerait toujours comme ça, mais voilà un exemple de collaboration comme ça. À l'autre bout du spectre, on peut avoir quelque chose qui vient du dessinateur, beaucoup plus. Et là, l'exemple que je peux donner, c'est Jolies Ténèbres, qui est donc un album que j'ai fait avec un duo de dessinateurs qui s'appelle Les Carasquettes, composé du couple Marie et Sébastien. Et l'idée originale était de Marie. Et Marie m'avait dit, bah voilà, j'ai cette idée un peu étrange, ce corps de petite fille dans une forêt. Elle me raconte le début. Et en gros, au début, elle me posait la question simplement de savoir, est-ce que tu penses que je devrais écrire ce truc, quoi. Et moi, j'étais enthousiaste. J'ai dit, mais c'est génial, j'adorerais lire ce truc, j'ai jamais vu un truc pareil, mais qu'est-ce que ça serait que ce machin, cet ovni. Et de là, de fil en aiguille, on en a rediscuté, puis elle m'a dit, est-ce que tu m'aiderais à l'écrire? Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu co-scénariste, quoi, en gros. Elle a fini par me confier les dialogues, parce qu'elle sentait moins la partie dialogue, et Sébastien s'en est mêlé aussi, et dans le bon sens du terme. Il a aussi beaucoup participé à l'écriture du scénario, donc c'est devenu une œuvre collective de scénario, issue d'une idée qui n'était pas de moi. Donc ça, c'est l'autre bout du spectre. Et au milieu, et c'est plutôt comme ça que ça se passe dans la majorité de mes collaborations, il y a l'envie de bosser avec des gens. À un moment donné, la cristallisation de mon inconscient sur un sujet que je soumets à la personne pressentie qui accepte ou pas. Et si elle accepte, on va dans cette direction. Très longtemps, c'était avec juste des copains et on avait envie de bosser ensemble, on discutait de ce qu'on avait envie de faire et puis je m'y mettais et voilà. Jean-Luc Cornette, scénariste entre autres de la bande dessinée Vénus à son miroir avec Matteo au dessin et Audrey Byrne avec Agnese Innocente. Ces derniers temps, j'ai eu, et je suis d'ailleurs encore en train parfois de chercher quelqu'un sur un projet que j'ai eu seul, et alors je dois trouver quelqu'un qui correspond exactement à ce que je voudrais, qui ait envie de le faire, qui soit bon, mais quand il est bon et très bon, il est souvent pris pour très longtemps. Là, je commence un petit peu à travailler comme ça aussi, à monter des projets seul, et puis je cherche, avec l'aide d'éditeurs parfois. Donc là, par exemple, pour l'instant, là, je suis dans un projet, dans une bande dessinée qui commence à toucher à sa fin, celle dont je parlais, là, qui fait 160 pages, qui est une biographie d'Audrey Byrne. Et je ne savais vraiment pas à qui demander ça. Il fallait quelqu'un qui puisse rendre le charme, mais je ne voulais pas un truc réaliste, que ça soit charmant, mais qu'il y ait de l'émotion et qu'il y ait du mouvement et de la vivacité. Et à partir de ça, je ne savais pas trop
y voir. Et l'éditeur était partant pour faire le bouquin, mais qu'à condition qu'on trouve la personne idéale, et on ne trouvait pas. Et puis, il y a un agent qui représente des auteurs italiens qui est passé et qui a proposé une dessinatrice qui est toute jeune, qui s'appelle Agnese Innocente, et que je ne connaissais pas du tout, qui a déjà fait 2-3 livres en Italie, mais moi, je ne connaissais pas. J'ai vu ses dessins sur le site de l'agent. J'ai trouvé ça sympa, donc je l'ai contacté. Et voilà, je lui ai demandé si elle voulait le faire. Évidemment, elle voulait le faire, mais c'est pour ça qu'elle a un agent. Donc, je suis aussi méfiant, parce que je me dis, il ne faut pas que ce soit un travail enfin, qu'elle prenne n'importe quel travail comme ça, juste parce qu'elle a besoin du boulot, quoi. Qu'elle se sente un peu plus concernée par voilà, le sujet. Je voulais qu'elle soit concernée, donc je lui ai demandé si elle aimait Audrey Hepburn, ce qu'elle avait vu comme film, tout ça, donc pour voir un peu. Et ça me semblait totalement honnête. Et elle a commencé il y a moins d'1 an, et elle a déjà fait plus de 100 pages, et c'est magnifique. Et je suis super heureux de ce projet. Mais voilà, donc là, pendant très longtemps, j'ai jamais travaillé comme ça, et j'ai un peu peur, parce que je sais pas trop. Enfin, même des dessinateurs dont je connais le travail, mais que je connais pas personnellement, est-ce que ça va bien se passer ou pas? Parce que je trouve que il faut qu'on s'investisse. Ça peut pas juste rester j'écris, tu dessines et point barre. Il y a quand même une communication entre nous. Je dois pouvoir me permettre de faire changer des choses si ça me plaît pas dans le dessin. Et même chose, le dessinateur ou la dessinatrice doit pouvoir se permettre de me dire écoute, là, ce dialogue ou cette séquence, est-ce que tu trouves pas que ça serait mieux de la retirer ou de l'écrire comme ça? Donc ça doit être un échange pour moi. Et donc ça, c'est le risque de s'engager avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. Bon, en même temps, avec les gens qu'on ne connaît pas du tout, si on se dispute, c'est moins grave qu'avec les amis. Les disputes, est-ce que ça peut arriver parfois dans la collaboration aussi? Non. J'ai une fois eu également avec une dessinatrice qui débutait un peu, et donc je lui faisais beaucoup de remarques, et elle en a eu marre, ce que je comprends, parce qu'elle m'a dit t'es pas mon prof, mais en même temps elle était tellement douée, et d'un autre côté il y avait tellement d'erreurs qui passaient. Moi, c'est ça le problème aussi, je suis dessinateur aussi, et si tu me torches une perspective foireuse ou un personnage mal campé, je le vois. Jean Vadam, il ne le voit pas. Oui, j'essaye un peu de me détacher de ça, justement, à cause de ces expériences où je me suis trop impliqué, alors que je ne suis pas le dessinateur. Mais c'est vrai que si je vois un truc vraiment mal foutu, ça me rend malade de le laisser passer. Donc, mais j'essaye quand même de laisser le plus d'autonomie possible à la personne qui dessine. J'ai commencé par accident. C'est pas du tout quelque chose que j'avais envisagé, mais c'est vraiment la rencontre de certaines personnes qui font que je suis allée vers la bande dessinée. Louis Fang, scénariste entre autres des bandes dessinées L'odeur des garçons affamés avec Frédéric Peters au dessin et Smoking avec Benjamin Bachelier. En arrivant à Paris, après mes études de lettres modernes et de cinéma à Caen, j'ai rencontré les auteurs de l'association et de Cornelius, qui sont devenus ma première famille d'amis. Et parmi eux, il y avait Jean-Pierre Dufour, qui lui cherchait quelqu'un pour écrire des textes, d'abord de livres pour enfants, et puis j'avais envie de faire une patte de mouche avec lui. J'aimais beaucoup cette forme de petit livre de 23 pages. C'était une collection chez l'association? C'est une collection chez l'association, où il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont fait leur petit patte de mouche, et je trouvais que c'était un exercice super intéressant de comment raconter une vraie histoire en si peu de pages. Et puis voilà,
les choses se sont enchaînées comme ça parce que je fréquentais les auteurs de l'association, David B., Ron Gerner, Blutch, Dupuy-Berberian, et que ça m'intéressait aussi, cette bande dessinée d'auteurs encore à ses débuts, émergente, et où il y avait beaucoup de choses à expérimenter, des choses à faire, et comme je venais de la littérature et du cinéma par mes études, cette combinaison du texte et de l'image, ça me parlait, même si c'était autre chose. Mais justement, d'arriver pas frontalement dans la bande dessinée, c'est ça qui était intéressant, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mon bagage qui est très décalé par rapport à ça, mais qui est mon bagage quand même. Comment je peux faire la bande dessinée à ma manière ? C'est comme ça que ça a commencé. C'est toujours moi qui choisis mes dessinateurs, les éditeurs ne choisissent pas pour moi, tout simplement parce que je ne peux pas travailler avec quelqu'un dont le dessin ne m'inspire pas. C'est quand même assez restreint, en fait, je dirais, le panel de dessinateurs avec qui je peux travailler. Il y a beaucoup de gens très talentueux, il y a beaucoup de gens dont j'aime le travail, mais il y a peu de gens avec qui j'ai vraiment envie de travailler. En tout cas, dont le dessin déclenche quelque chose chez moi. Et tu sais identifier assez clairement ce qui fait que tu te sens connecté à un dessinateur ? Ça peut être des dessinateurs très très différents. J'ai travaillé avec Frédéric Peters, tout comme j'ai travaillé avec Hugues Micol. Ils ont des dessins radicalement différents. Donc c'est pas une question de traits ou de famille stylistique. C'est d'une part dans ce qu'ils racontent eux-mêmes. Souvent ce sont des dessinateurs qui écrivent aussi, ou en tout cas, s'ils n'ont pas encore écrit, qui ont un univers très fort, un univers visuel et un univers intérieur très fort. Et je pressens cette chose-là. C'est aussi des dessins qui peuvent tendre vers de l'étrange. Je pense que, par exemple, si Frédéric Peters, qui est peut-être le dessinateur le plus réaliste, entre guillemets, avec qui j'ai travaillé, n'avait pas développé cette étrangeté dans ses histoires, peut-être que ça n'aurait pas déclenché cette envie d'écrire pour lui. Il y a aussi une aisance du dessin, enfin quelque chose d'évident, une évidence de dessin plutôt qu'une aisance, qui fait que je me dis, je peux leur demander des choses assez spéciales à dessiner. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent tout dessiner. J'ai travaillé avec Cédric Manche, par exemple, qui, lui, ne dessine pas beaucoup les expressions des visages. Mais c'est autre chose qui va m'intéresser en lui. Ce sera son minimalisme, sa faculté à faire parler les blancs dans son dessin. C'est ça qui va beaucoup m'intéresser. Et ensuite, ça va venir à la rencontre d'obsessions que j'ai à ce moment-là, ou d'une histoire qui me trotte dans la tête. Peut-être que c'est même le dessin aussi qui va provoquer une histoire, qui va provoquer des visions. Avant de commencer à écrire une histoire, est-ce que tu penses toujours à un dessinateur avant de l'écrire ? Oui, je dois penser à un dessin parce que je ne vais pas écrire du tout pour Cédric Manche que pour Hugues Micol. Ça va être très différent parce que les dessins sont différents, donc je ne vais pas leur faire la même chose. Je vais même jouer par exemple ou pallier à l'absence d'expression des personnages de Cédric Manche. Je vais pallier par beaucoup de dialogues ou des dialogues pas poussés mais très, très typés, très tendus. Alors que pour Hugues Micol, je vais laisser parler le dessin beaucoup plus souvent. Je vais raboter sur le dialogue par moment quand je vois que c'est en trop par rapport au dessin qui est déjà très très expressif. J'écris sur mesure, même si... Alors il est arrivé parfois que j'écrive pour un dessinateur et qu'en fin de compte, soit quelqu'un d'autre qui le fait. Ça n'arrive pas souvent, heureusement, parce que c'est compliqué de trouver un remplaçant qui fonctionne bien avec ce que j'écris pour quelqu'un d'autre. C'est comme tailler un costume pour quelqu'un et qui en fait ne va pas le mettre. Il faut trouver quelqu'un
qui va pouvoir endosser ce costume-là, sur qui ça va bien tomber quand même. Mais j'écris sur mesure, oui. J'écris vraiment pour une personne en particulier, pour un projet en particulier. Et en l'occurrence, quand j'écris une histoire, j'ai une sensation, je n'ai pas forcément un déroulé d'histoire précis, mais j'ai une sensation qui est très précise. Et c'est elle qui va me dicter la formule, en fait, hein, entre le texte et le dessin. Comment je vais arriver à atteindre la justesse avec mon texte et avec le dessin de quelqu'un d'autre. Et comment ce texte va s'articuler pour faire certaines choses au dessin. C'est vraiment comme de la chimie. On prend des éléments, on les met en présence l'un de l'autre, et puis il faut doser quel est le grammage pour chacun. Et comment est le processus pour atteindre cet effet-là, quoi. Et dans tes scénarios, est-ce que c'est que du texte ou est-ce que tu peux faire aussi appel à du visuel, à du dessin? Ce que je fais à chaque fois, c'est que je fais un tableau Pinterest dans lequel je regroupe plein d'images. Mais je fais ça depuis toujours, depuis que j'écris. Avant Pinterest, je collais des photos dans un cahier et je le montrais au dessinateur. Pinterest, c'est vachement pratique maintenant parce que on a accès à plein d'images et puis on découvre des images qu'on ne connaissait pas. Je fais ça et je fais des bandes sonores aussi. Je fais la musique du film, je fais la musique de l'histoire et je fais une compilation que j'envoie au dessinateur. Je peux envoyer une liste de films aussi, de choses à regarder. Oui, j'essaye de nourrir au maximum mon dessinateur avec de la documentation. Je ne lui donne pas tout parce que mon dernier scénario en date, c'est sur le travail d'Yves Saint-Laurent. J'ai dû lire, je pense, une 50aine de bouquins. Je ne vais pas lui donner tout ça, mais je vais lui faire une sélection des choses essentielles à voir, à écouter, pour que le dessinateur s'imprègne vraiment de l'atmosphère, des personnages, de leur gestuelle, de la couleur de ce projet-là. Les dessinateurs avec qui j'ai travaillé sont très différents les uns des autres, tant au niveau de leur travail, de leurs traits, que de leur personnalité. Et donc leurs méthodologies sont totalement différentes. Par exemple, je ne sais pas, Frédéric, on a beaucoup parlé avant. Et puis, moi, j'ai mis des années avant d'écrire le scénario. Beaucoup de temps de documentation, de réflexion, de maturation. À l'époque, j'habitais à Paris. Frédéric habite à Genève. Donc, on ne se voyait pas souvent. On se voyait 2-3 fois par an pour déjeuner. Et à chaque fois, je lui racontais les avancées du scénario. Je ne lui envoyais pas de notes. Je n'envoie jamais de notes. J'envoie jamais de synopsis. Je préfère le raconter parce que je me méfie de la fixité, en fait. Le fait de fixer trop tôt une histoire fait qu'elle risque de se scléroser ou de se figer dans cette forme. Et moi, j'ai besoin qu'elle bouge, qu'elle évolue jusqu'au moment où je vais commencer à écrire. Et puis, c'est un bon exercice de raconter une histoire à quelqu'un d'autre. Parce que ça oblige à synthétiser. Et puis, en la racontant à quelqu'un d'autre, on s'aperçoit que, ah mince, il y a peut-être des erreurs de construction. On a oublié de préciser certaines choses. Donc, c'est des choses à replacer au début de l'histoire, en introduction ou dans les prémices, dans la mise en place de l'histoire. C'est un super exercice. Avec Frédéric, notamment, où je racontais l'histoire de l'odeur des garçons affamés, donc un huis clos à ciel ouvert dans le Far West, une expédition comme ça avec 3 personnes qui vont prendre des photos sur des territoires encore sauvages. Et lui m'a dit « Ok, ouais, mais ça me semble un peu contemplatif et j'ai besoin d'une tension. J'ai besoin de la bombe sous la table. » Et je lui ai demandé « C'est quoi la bombe sous la table ?» Il m'a dit « C'est une définition d'Hitchcock, du suspense. » Hitchcock, à qui on demandait « C'est quoi le suspense ?» explique le processus, le truc de la bombe sous la table, c'est vous filmez 2 types en train de prendre un café, ils discutent, ok, vous faites un plan avec ça et il se passe rien de plus.
Par contre, vous ajoutez un autre plan où, sous la table, il y a une bombe à retardement qui va exploser d'une minute à l'autre. Et quand vous remontrez le plan sur les deux types en train de discuter, là, il y a du suspense parce que vous vous dites, est-ce que la bombe va exploser? Quand est-ce qu'ils vont s'en apercevoir? Est-ce qu'ils vont s'en apercevoir? Que va-t-il se passer? Il y a de la tension. Et donc là, Frédéric me dit, il me manque la bombe sous la table. Donc j'ai créé un personnage supplémentaire qui est un type qui rôde autour de cette expédition, qui a une gueule qui fait peur, et on ne sait pas qui est ce type. Mon scénario ressemble à un scénario de cinéma parce que je vais préciser les gros plans, les plans larges, je vais même dire des fois des travelling ou des zooms. Et je ne fais pas de découpage, par exemple, je ne fais pas case à case ce que va dessiner le dessinateur parce que j'ai pas envie de brider mes dessinateurs. Je sais qu'il y a des dessinateurs qui le demandent à leurs scénaristes, mais moi en l'occurrence, les gens avec qui je travaille ne veulent pas de ça et ça me va très bien. C'est pas que je sois paresseuse, mais je n'ai pas envie d'imposer ma vision trop précise, en tout cas prédécoupée. Comme dit Frédéric Peters, le découpage, la mise en scène, c'est vraiment l'ADN de chacun, de chaque dessinateur, et ça, je peux pas me substituer à lui pour le faire. Moi, je suis très visuelle. Avant d'écrire, j'ai dessiné beaucoup enfant, j'ai dessiné tout le temps, donc il y a ce truc de l'image, de l'emprise de l'image qui est très fort chez moi et qui est toujours là, même si je ne dessine pas, mais je vois l'histoire. Et donc, en termes de découpage, je le vois, donc je le précise dans le scénario, mais uniquement pour que le dessinateur ait dans la tête à peu près le même film que moi, qu'il comprenne l'effet que je voudrais rendre à certains moments. Quand une réplique est prononcée hors champ, elle n'aura pas le même effet que si elle est prononcée en gros plan. Et donc ça, il faut que je le précise. Est-ce qu'il y avait souvent un écart important avec ce que tu pouvais t'imaginer à l'écriture et la réalisation par le dessinateur? Il n'y a jamais eu de déception. Quasiment à chaque fois, ça a dépassé ce que j'espérais. Parce que c'est toujours très émouvant de voir des originaux. Et moi, le grand privilège que j'ai, c'est de pouvoir lire l'histoire en prise directe avec le dessin. Et ça, c'est une expérience de lecture complètement dingue. C'est rare quand ça peut arriver. Je pense qu'il n'y a que l'éditeur et moi qui pouvons faire ça, ou peut-être les proches du dessinateur. Mais donc l'impact est très très puissant. Donc ça dépasse vraiment ce que j'espérais à chaque fois. Jamais mis avec quelqu'un sans savoir en amont qui c'était un minimum. Surtout les travaux que j'ai faits comme ça en collaboration. Que ce soit Stéphane Wary sur Maggie Garrison, je connaissais un petit peu. Lewis Trondheim, co-auteur de la série Donjon avec Johan Sfar et scénariste entre autres de la bande dessinée Omnivisibilis avec Mathieu Bonhomme au dessin. Ou alors du respect pour le travail de l'autre. Par exemple, Mathieu Bonhomme, j'adorais son travail, son dessin, et j'avais envie un moment de
Ah non, c'est même pas que ça. Mathieu Bonhomme, j'étais dans le couloir de l'hôtel Mercure à Angoulême, et on me dit « Ah, mais toi, c'est facile, tu fais des scénarios pour les autres, mais en fait, c'est des scénarios un peu gros nez avec des dessinateurs gros nez, donc tu ne sauras jamais faire un scénario pour un dessinateur réaliste. » Et là, hop, piqué au vif, je me retourne, je vois Mathieu Bonhomme, et je me dis « Mathieu Bonhomme !» Et je vais le voir, on fait un album ensemble. Il me dit « Ouais, mais pas avant 3 ans, parce que j'ai des trucs à faire. » Bon, ok, dans 3 ans. Puis voilà. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Donc voilà, souvent c'est des défis et travailler avec des gens qui ont d'autres capacités que moi. Parce que je me sens narrateur plus que dessinateur. Donc, et avec mon dessin, je suis limité à certains types de narration. Et alors que quand je vais bosser avec quelqu'un comme Alfred aussi sur Castelmore, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu dessiner moi-même parce qu'il a un souffle dans son dessin qui me permettait de raconter ces espèces de contes, de faits revisités qui est très chouette. Et c'est une demande de sa part. Il m'a dit un jour, tu peux pas m'écrire un conte de faits revisités? Je me dis, oui, qu'est-ce que tu veux exactement? Il m'a fait une petite liste de personnages ou de situations. J'en ai pris certaines, pas d'autres. Et puis en 12 jours, j'avais tout écrit l'album. Parce que j'étais vraiment totalement là, immergé dans mon récit, et je voulais savoir la fin. Je suis mon premier lecteur, hein, c'est un travail très égoïste. Depuis toujours, je veux passer du temps, parce que j'étais un enfant qui s'ennuyait beaucoup, donc je veux passer du temps à faire des choses qui vont m'interpeller, m'exciter, me faire rire ou me faire pleurer, mais je m'occupe de moi-même en tant que lecteur, en étant auteur. La dynamique des collaborations peut être très différente à chaque fois selon avec qui tu collabores. Oui, Mathieu Bonhomme sur Texas Cowboy, on a fait un dîner ensemble. Il m'a dit voilà, on va passer en revue un petit peu toutes les scènes mythiques du western, le duel, l'arrivée dans une ville, etc., etc. Et après, à moi d'arranger le truc. Par contre, après, souvent comme moi, quand je scénarise, je dessine des bonhommes patates, je fais déjà des cases, je fais des champs contre champs, des choses comme ça. Il y a des auteurs qui me disent non, je ne veux pas voir ça, je veux que tu me tapes tout. Donc tu me dis case 1, il y a ça, case 2, il y a ça. Et dans ce cas-là, je dessine quand même tout, et après je retape tout. Mais ça arrive assez peu. Ah, donc dans ta manière de faire du scénario, tu es toujours lié au dessin, alors tu ne sais jamais seulement des mots? Quand je fais de la bande dessinée, non, c'est toujours du dessin parce que j'ai besoin de savoir quand est-ce qu'il y a une ellipse d'une case à l'autre, quand est-ce que j'arrive à la fin d'une séquence, quand est-ce que les personnages ont beaucoup trop parlé, là, il faut quand même qu'il y ait un peu d'action, sinon le dessinateur il va s'ennuyer à dessiner des gens dans un couloir qui discutent. Pour moi, c'est vraiment important de rythmer les pages en les voyant sous les yeux, plutôt que d'être dans une espèce de chose un peu floue qui serait juste du tapuscrit et ça ne m'intéresse pas en fait. Alors, je crois que c'est même plus dur, simplement parce que c'est plus dur de le faire comme ça. C'est plus facile de dessiner les bonhommes patates. Toujours la paresse qui revient. Alors au début, je dessinais les scénarios, donc je faisais vraiment des storyboards. Voilà. Mais je ne suis pas dessinateur. Et donc, quelque part, inconsciemment, quand je faisais mes scénarios, que je les dessinais, évidemment, je ne dessinais que ce que je savais dessiner. Comme j'avais énormément de lacunes, donc je dessinais un peu tout le temps de la même manière, tout le temps la même chose. C'était tout le temps les mêmes... Dès qu'un personnage était... Voilà, c'était tout le temps le même plan, le même truc, dès qu'un personnage parlait. Denis Lapierre, scénariste entre autres des bandes dessinées Le Bar du Vieux Français, avec Jean-Philippe Stassen au dessin, et Un homme qui passe avec Dany. Et donc, il y a un dessinateur qui m'a dit, à juste titre, que le fait que j'ai une grammaire graphique réduite empêchait l'enrichissement de la bande dessinée, parce que lui, une fois qu'il a du dessin devant les yeux, il avait du mal à s'en sortir. Donc, il m'a demandé de l'écrire. Parce qu'en fait, quand c'est écrit, ils se font des images dans la tête et ils peuvent faire des choses un peu plus complexes que ce que moi, j'aurais fait avec mes pauvres moyens graphiques. Donc, je suis passé à l'écrit, du coup. Et il avait entièrement raison. Je bridais un peu les dessinateurs en leur imposant, entre guillemets, un découpage dessiné, quoi. Voilà. Donc maintenant, je fais ça textuel. Alors, par contre, oui, il y a des éléments de documents. Et ça accompagne toujours un scénario. Hein. C'est des documents vidéo, des documents photos, enfin des choses comme ça pour
pour montrer le contexte, montrer des détails, pour montrer des choses. Oui. Sur un synopsis que j'ai écrit comme une nouvelle, il y a toujours un accord ou pas un accord. S'il n'y a pas d'accord sur le synopsis, on ne va pas plus loin. Ça ne sert à rien. À partir du moment où il y a un accord sur le synopsis, on a déjà validé 75% du truc. Après, c'est vrai qu'avec certains auteurs plus que d'autres, il y en a qui veulent mettre leur petite patte dedans. Je pense à Dany, par exemple, c'est quelqu'un qui aime bien de s'approprier les choses, donc il propose toujours d'autres choses, il propose toujours... Et donc, il faut juste... Soit c'est une très bonne idée et on lui dit merci, soit on a un peu du mal avec ça et on essaie de lui expliquer pourquoi on a un peu du mal et est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement et on cherche une troisième voie à proposer pour que ça le contente, mais que ça reste dans la ligne du scénario qu'on avait prévu, quoi. Mais ça n'arrive pas si souvent que ça, en fait. Ça n'arrive pas si souvent. C'est surtout au début d'une histoire. Donc je sais qu'avec Pierre et Vincent, quand on faisait les Ludo, ou avec Christian, quand on faisait les Oscars, on discutait beaucoup avant de faire l'album suivant. Pour qu'on soit d'accord sur ce qu'on veut y mettre. D'abord le contexte, le décor et les intentions et les thématiques qu'on voulait voir. Et une fois qu'on est d'accord là-dessus, après chacun fait son boulot, quoi. Mais si on se met d'accord préalablement, ça c'est vraiment pour les séries, quand on va faire plusieurs albums, on se met d'accord préalablement sur ce qu'on va faire. Oui. Je travaille avec Vincent Dutreuil et avec Vincent, on se fait des visios toutes les semaines. Mais je sais que et moi et Vincent, on a besoin de ça pour bien travailler sur Michel Vaillant. Donc de sans cesse vraiment se recadrer, se refaire, vraiment tenir. Quand je travaille, par exemple, avec, j'ai fait Page Noire avec Ralph Meyer. Ralph, on lui donne du scénario, on ne l'entend plus, et puis paf, on a un paquet de pages, il n'y a rien à dire. C'est juste parfait, quoi. Ah oui, ça peut arriver aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est juste, on est là, on fait, ah ouais. Ruben, c'est un peu la même chose, on ne le voit pas, et puis il sort 15 pages. Enfin, dans tous les cas, il y a des storyboards avant. C'est-à-dire que même avec Dany, par exemple, qui est quand même un des derniers de légende de l'histoire de la bande dessinée. Et donc, quand je travaille avec Dany, je lui envoie le scénario, il m'envoie toujours un storyboard. Et on discute sur le storyboard. Pourquoi ? Parce que, comme tu l'as compris, ma préoccupation, c'est la narration, c'est l'écriture. Et moi, ce qui m'importe, c'est qu'on ne sente pas qu'il y a deux auteurs. C'est-à-dire que quand on lit un bouquin que j'ai scénarisé pour un dessinateur, que le lecteur n'ait pas l'impression d'avoir deux auteurs, mais un seul. Et pour ça, il faut que, au niveau du storyboard, c'est-à-dire au moment où c'est déjà de la bande dessinée, mais c'est pas encore du dessin, donc qu'à ce moment-là, tout soit nickel, que tout soit fluide, que tout fonctionne. Voilà, et parce que il faut chaque fois trouver la bonne grammaire qui va bien au bon dessinateur. Et donc, il y en a au bout de 2, 3, 4 albums, on a compris. Mais par exemple, avec Dany, j'avais jamais travaillé avec lui. Donc, j'apprends comment il fonctionne. Quand je dis un mot, quand je dis un plan général, pour lui, ça veut dire quoi ? Il faut que je le voie, voir ce que ça donne en dessin. Quand je dis un plan américain ou un plan rapproché, il faut que lui aussi se dise qu'est-ce qu'il veut dire par là. Enfin, on doit vraiment s'accorder. Et puis voir après si tout fonctionne, si tout est bien. Ralph Meyer m'a fait un compliment incroyable un jour. Il m'a dit, ce qui est génial avec toi, c'est que tu mets exactement les mots dont on a besoin pour dessiner. Je trouve ça un compliment formidable, parce qu'en fait, il a travaillé avec plusieurs scénaristes différents, et il y a des scénaristes qui mettent trop de détails. C'est-à-dire que parfois, ils disent, il y a un avant-plan sur la table, ils décrivent tout ce qu'il y a sur la table, tous les détails, combien il y a de cuillères, combien il y a de verres, combien il y a d'assiettes, combien il y a de trucs. Et que moi, à ce moment-là, j'ai tendance à dire c'est la table du petit déjeuner. Point. Et je sais que moi, j'accorde de l'importance dans mon scénario et dans ma description des cases à l'état d'esprit des personnages. Donc, quand il y a un élément de décor important, je le signale. S'il n'y a pas d'élément de décor important, c'est une salle à manger, c'est une cuisine, c'est une porte d'entrée, c'est un jardin. S'il y a un truc important qui doit être visuellement dans le scénario, il faut le décrire. Mais sinon, ce qui m'importe, c'est
pourquoi ce personnage est dans cette pièce et à quoi il pense. Comment il est. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il n'est pas bien dans sa peau? Est-ce qu'il est bien dans sa peau? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est tourmenté? Est-ce qu'il est décidé? Est-ce qu'il a une idée derrière la tête et on verra bien, tu vois, voilà. Tu vas être précis à ce niveau-là, tu vas être dans le détail plus à ce Moi, je fais de niveau-là. la direction d'acteur en même temps, en fait, pour que le dessinateur se mette dans cet état d'esprit-là quand il dessine. Parce que c'est pour moi le truc le plus important. C'est de faire passer de l'émotion. Mais pour ça, pour que le dessinateur mette de l'émotion, il faut qu'il la ressente. Donc mon scénario doit être émotionnel. Alors de l'émotion, c'est pas que négatif ou positif. Il y a un milliard d'émotions différentes qu'on peut manifester. Et donc c'est ça le but du jeu en fait. C'est un peu comme un cinéaste fait de la direction d'acteur. J'essaye de le mettre en condition. Quand il lit le scénario, qu'il soit imprégné de quelque chose quand il dessine. Et pas juste une description froide d'éléments à dessiner. Donc c'est vrai que il faut savoir mettre le nombre de mots qu'il faut et choisir les bons mots. Et ça, tu es toujours dans cette manière-là? Ah ça oui. Oui. Après, ce qui différencie mon travail pour un dessinateur ou pour un autre, là je vais pas citer de nom, mais il y a un dessinateur avec qui je travaille ou que j'ai travaillé qui n'est pas le meilleur des dessinateurs pour faire des plans en pied. C'est-à-dire c'est pas toujours c'est pas toujours beau. Je sais que je ne dois jamais en faire. Donc j'en fais plus. Pour lui. Pour d'autres, c'est différent. Il y en a un qui n'aime pas les gros plans, par exemple. Tu sais, les gros plans, c'est un gros plan, mais il n'y a rien qui se passe, en fait. Il manque un truc dans ces gros plans. Et donc, j'en fais pas. Donc, j'essaye aussi de travailler plus prosaïquement. Là, je peux le dire, Paul Gillon, il déteste dessiner des voitures. C'est un truc... S'il s'applique, il les dessine bien, mais ça l'emmerde. Il préfère dessiner des chevaux, des animaux, même des villes, des buildings, des maisons, ça va, mais il ne faut pas de voitures. Donc, je devais m'arranger pour qu'il y ait le minimum de voitures dans les cases. Ça, c'est des choses que vous dites franchement ou bien tu le devines selon ce que tu vois? Oui, ça se voit. Hein. Ouais. Au bout d'un temps, ça se voit. Tu le sens quand tu travailles avec quelqu'un, tu sent bien que dans le storyboard, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Mais pourquoi il m'a fait un plan général comme ça? Ou pourquoi il m'a la voiture, il ne sait pas comment la mettre, il ne sait pas où la mettre. On voit bien qu'il n'est pas à l'aise. Donc, Et puis, il y a des dessinateurs qui sont à l'aise avec tout. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est impressionnant. Oui, Dany, je l'imagine comme ça, par exemple. Oui, Dany, il est comme ça. N'importe quoi dessiner, il dessine. C'est bien. Il dessine avec style. Alors, il y a des choses qu'il préfère dessiner que d'autres, mais il dessine tout bien. Il n'a aucune difficulté de dessin, quoi. C'est impressionnant. Mais voilà, mais c'est pas... je veux dire, il y a des dessinateurs qui ont plus de difficultés que d'autres, mais peut-être aussi que ça les rend meilleurs en bande dessinée. C'est ça que je veux dire. Parce que ils réfléchissent, ils travaillent, ils bossent et ils arrivent à synthétiser un truc que parfois des dessinateurs naturels, ils se laissent emporter par leur dessin et ils sortent de la narration. Et ceux-là, pour les rattraper... c'est du travail. Alors la plupart du temps, et c'est à peu près similaire dans toutes mes collaborations... Fabien Wellman, scénariste entre autres de la série Seul, avec Bruno Gazzotti au dessin, et de la série Green Manor, avec Denis Baudard. Soit en passant, je rends d'abord un synopsis, donc un résumé de l'histoire en 2-3 pages de l'album, qui va permettre de très rapidement évoquer les grandes lignes de l'album, ses lignes de force, sa structure, les quelques grands moments, enfin c'est un résumé, quoi, un squelette, qui permet quand même déjà au dessinateur de dire quelles sont ses craintes, éventuellement, tiens là j'ai l'impression qu'il y a une séquence qui est un peu longue, ou là j'ai du mal à me représenter, ou est-ce que tu ne crois pas que, donc c'est une espèce de version zéro, quoi, qui est quand même très utile, parce qu'elle permet déjà de réorienter. Je peux tout à fait faire 1, 2, 3 versions d'un synopsis. C'est rarement complètement réécrit. Quand je dis version, c'est des ajustements de plus en plus précis. Puis une fois arrivé la V2 ou la V3, on dit ok, on a vraiment une vision à peu près claire de ce que va être le scénario. Là, je fais le scénario. Et là, je me suis fixé plus ou moins maintenant une espèce de gabarit. C'est que il n'est que écrit. Je décris page par page et case par case ce qui se passe dans le scénario. Ça veut dire que je vais écrire page 3, case 1, ellipse. Si par exemple
Avant, c'était une autre scène, maintenant, c'en est une nouvelle. Donc, c'est des petits codes comme ça, ellipse. Tel personnage rentre dans la pièce et dit, alors là, personnage, 2 points, dialogue, case 2, il pose son chapeau, gros plan de la main qui pose son chapeau. Donc, je peux peut-être des fois proposer un cadrage, gros plan, ou... C'est déjà un peu proposé. Pourquoi? Parce que si par exemple je lui fais une page où il y a 8 cases, ou si je lui fais une page où il y a 3 cases, c'est sous-entendu quand même que s'il y a 3 cases, elles seront beaucoup plus grandes. S'il y en a 8, elles seront plus petites. Donc ça, souvent je propose ça. La plupart du temps, parce que ça me permet quand même de rythmer le scénario, de justement réfléchir à des moments où le dessin va prendre de la place. C'est une discussion, hein. Peut-être que le dessinateur va dire non, mais tu sais, je le sens pas là, la grande case. Je préférais qu'on découpe, au contraire. Ou au contraire, une scène d'action que j'ai surdécoupée, il va me dire, bah, tu sais quoi, je préférais une grande case qui montre une seule action, mais tellement spectaculaire. Bon, c'est toujours une discussion, de toute façon. Mais grosso modo, je laisse entendre la densité de la page par le nombre de cases. Quand je peux, j'aime bien, moi, avoir cette notion de donner quand même une sorte de vague impulsion de quelle est la taille de la page, est-ce qu'il y a beaucoup de cases ou pas. Aussi parce que la majorité des dessinateurs sont relativement contents d'avoir cette indication. Je peux accompagner ma page de scénario de documents, des documents explicatifs, quand je sens quand même que je suis en train de demander un truc qui est assez tricky, quoi. Si c'est une scène d'action et que commencer à la décrire, je sens que c'est compliqué, quoi, parce que là, ça vaudra la peine de dire où est le personnage, où est le véhicule, comment se passe l'accident, par exemple. Typiquement une scène d'action. Donc dans ces cas-là, je vais faire des petits plans. Je vais dire, le véhicule arrive par là, j'imagine que ça se passe comme ça. Ou pour un truc beaucoup moins spectaculaire, imaginons une discussion de plein de personnages à une table, un repas de famille. Et bien, l'air de rien, le plan de table, il est très complexe à faire parce que une fois qu'on aura décidé du plan de table, il faudra décider où on met la caméra et qui parle en premier. Parce que comment tu fais parler tonton et tati, s'ils sont chacun à un bout de la table, bah, tu es obligé de faire un champ contre champ. S'ils sont assis l'un à côté de l'autre, tu peux faire un seul plan. Oui, mais qui parle en premier? Qui est à gauche et à droite? Parce qu'il se trouve que dans la BD franco-belge, on lit d'abord à gauche et ensuite à droite. En manga, ça sera l'inverse. Donc bizarrement, une scène de discussion à table, c'est un des pires trucs à mettre en scène, et pour le scénariste et pour le dessinateur. Alors qu'on pourrait dire, ça paraît très simple, ça l'est pas du tout. Donc voilà des endroits où je vais faire un croquis, un plan de table, je vais dessiner. Et puis il m'arrive, selon les dessinateurs et leur envie, d'ajouter effectivement un mood board et de dire, tiens là, peut-être si ça te parle, voilà des exemples venus de tel film, de tel visuel, d'Instagram. C'est un de mes gros usages d'Instagram, c'est vraiment de la recherche de doc. La plupart je ne suis pas abonné à beaucoup de comptes, mais c'est beaucoup des comptes de visuels, en fait, de documentation visuelle, ce qui était au départ Instagram. Maintenant, ça se transforme plus ou moins en TikTok avec beaucoup de vidéos, mais à une époque, et initialement, c'était surtout de la documentation visuelle. Je vais accompagner en disant, tu vois, cette scène, je la verrai peut-être dans cette ambiance, etc. Mais c'est toujours à titre indicatif. C'est toujours le dessinateur à la fin qui aura la main sur ce qu'il veut prendre, pas prendre. Après, si on a un débat et qu'on n'est pas d'accord, il faudra qu'on en parle, quoi. Mais fondamentalement, je ne donne des indications de moodboard que pour dire, si tu veux, si ça t'aide, voilà ce vers quoi je voudrais que ça aille. Mais s'il me dit, je ne suis pas du tout d'accord, j'ai envie que ça aille vers autre chose, je pars du principe que si on n'arrive pas à un arrangement, entre guillemets, à l'amiable, le dessinateur l'emporte. Ça, c'est un truc que je me suis fixé à un moment donné. Pourquoi? Pour des raisons qui sont très humaines. C'est que le dessinateur va beaucoup plus se casser le cul sur la BD que moi, en termes de temps passé, en termes là encore physiquement, quoi. Il va dessiner des heures et des heures. Je trouve que c'est un métier qui est extrêmement ingrat. Là où moi, je vais peut-être passer 3 mois sur un scénario, il va passer 1 an dessus. Donc pour toutes ces raisons, je pars du principe que le dessinateur, à la fin, aura raison. Cette idée aussi de Final Cut, elle est pour la couverture du bouquin. Ce qui peut me coûter, hein, des fois. Des fois, je peux ne pas être d'accord avec une couverture, mais si le dessinateur y croit à 100%, je lui laisserai le Final Cut, parce que quand même, le risque final, le plus important, c'est le dessinateur qui le prend, à mon sens. Même commercialement, économiquement, vu le temps qu'il y passe, là où moi, quelque part, je peux me disperser entre différentes œuvres. Un dessinateur, c'est rare qu'il fasse différentes choses à la fois, à part quelques dessinateurs très rapides. Donc, s'il y a prise de risque, elle est encore plus grande pour le dessinateur. Donc, si sur un Final Cut de couverture, on n'arrive vraiment pas à trouver quelque chose qui nous arrange tous les deux, ce qui est rare, mais ça arrive, eh ben, je laisserai le green light, c'est le dessinateur qui le donnera. Voilà un exemple de balance, de choix qui peut se passer de temps en temps. Le mieux étant quand même qu'on soit tous d'accord, et d'ailleurs d'accord avec l'éditeur aussi, bien entendu.
là je peux parler peut-être du process de travail, ça va être beaucoup de discussions avec le dessinateur parce que je pars du principe que mon métier de scénariste, c'est de faire du sur-mesure pour le dessinateur. Et donc c'est un peu un pas de deux, c'est-à-dire qu'il y a des idées que je ne proposerai pas à certains dessinateurs parce que je ne vois pas leur dessin sur cette idée. Donc il y a un choix en amont. Et de l'autre côté, il y a une adaptation du scénario et du pitch que je vais déployer selon l'envie du dessinateur. C'est-à-dire que je vais essayer de vraiment faire en sorte que lui soit le plus heureux possible, parce qu'il va quand même passer souvent 1 an, 2 ans, 3 ans dessus, si c'est une série encore plus. Il y a des débats. Je peux dire par exemple à tel ou tel dessinateur, écoute, moi, il y a telle partie de ton travail, c'est pas cette partie que j'ai envie d'aller voir. Donc il faut qu'on soit clair quand même, c'est comme un couple, hein. Faut qu'on soit clair sur le projet commun. Parce que sinon, quelqu'un va souffrir en cours de route, et ça se termine pas bien dans ces cas-là, quoi. Donc essayer de se dire où est-ce qu'on veut aller. J'essaie de faire en sorte, ce qui est dur pour un scénariste, parce que tu le sais, les scénaristes sont bavards, donc c'est bavard aussi dans l'écriture, je fais beaucoup de scènes dialoguées, c'est d'arriver à laisser de la place au dessin, et ça c'est vraiment dans la discussion avec le dessinateur que ça se travaille, de manière à pouvoir me dire, je peux donner l'exemple là, avec Jean-Baptiste André, avec qui je fais La cuisine des ogres, chez Rue de Sèvres, c'est du médiéval fantastique, on a un peu moins de 80 pages, j'essaie vraiment de lutter très fort contre ma nature verbeuse, pour laisser des grandes pages où il y a parfois que 3 cases, parce que son dessin est tellement spectaculaire, tellement beau, c'est de la couleur directe, un peu à l'ancienne, je suis fasciné par ça. Moi, je veux qu'un gamin se perde dans ses illustrations. Donc, dans ces cas-là, il faut faire confiance au fait que l'illustration va venir déployer un univers, et il faut laisser de la place. Et tout l'enjeu pour moi, et plus je vieillis, plus j'essaie de laisser de place à ça, avec l'expérience, c'est vraiment de laisser le plus possible le talent de mon collaborateur ou de ma collaboratrice se déployer. Et moi, par contre, de garder un peu le cap du scénario, du fait qu'il va falloir que ça tienne en 46 pages, 70, 80. C'est très technique. Parce qu'en réalité, ces formats, ils sont très contraignants. Donc, je suis en responsabilité de ça. Mon scénario, s'il est trop gros, il ne tient pas. Donc, je suis le premier responsable du fait que ça doit rentrer dans un gabarit. Mais même si ça n'est que 46 pages, ce qui est très court, comment je peux déployer le talent du dessinateur? Ce qui est une question que ne se posaient pas nos aïeux quand ils faisaient un 46 pages, c'était plein de petites cases. Ils s'en foutaient du grand dessin quelque part. Mais le nouveau lectorat a quand même énormément changé et aime bien, en tout cas aimait à une époque que le dessin prenne plus de place. Je dis aimait parce que maintenant c'est encore en train de changer avec un nouveau lectorat qui lit plus de mangas et c'est pas tout à fait la même approche. Un manga, il n'y a pas forcément de grandes cases, il y en a quelques-unes, hein, mais ça peut être énormément de petites cases avec beaucoup d'action. Donc les goûts du public de toute façon sont constamment en mouvement. Mais pendant un temps, le lectorat franco-belge avait envie de laisser de la place à du très beau dessin, tout en ayant une histoire construite. Donc on se retrouvait avec un gabarit très court, 46 pages, où si tu laisses de la place au dessin, tu réduis le scénario. Et donc tu te retrouves des fois avec un truc un peu simple à mon goût, quoi. Bon, c'est encore un autre débat, mais c'est intéressant de le parler, parce que le fond et la forme sont là complètement liés. On n'écrit pas pour un 46 pages comme on écrit pour un 130 pages ou pour un 200 pages, ce que le format du roman graphique a permis, quoi. J'aurais vraiment beaucoup de mal à recevoir un scénario tout fait, déjà découpé, et à devoir le dessiner. Frédéric Janin, dessinateur entre autres des séries Que du bonheur, avec Gilles Dalle au scénario, et Germain Hénoux, avec Thierry Cullifort, Serge Honoré et Yvan Delporte. J'ai toujours, personnellement, mais bon, c'est mon problème, mais j'ai toujours eu envie de participer aux séances de scénario aussi, que ce soit un bébé qu'on pond à plusieurs. Mais c'est une question d'habitude. Je pense qu'il y a des tas de gens qui fonctionnent très bien en association de deux égaux ou en binôme. Enfin, tout est possible, évidemment. Mais je pense que la grande chance que j'ai eue de travailler avec Franquin et Delporte et de les voir scénariser ensemble m'a confirmé le fait que c'est beaucoup plus drôle à plusieurs. Je pense que quand on est tout seul, on risque très fort de s'égarer dans son nombril. Et que quand on est à plusieurs, c'est comme un match de ping-pong qui permet aux idées de passer d'un cerveau à l'autre et d'avancer plus vite, je suppose.
Mais il y a certainement la même liste d'avantages et d'inconvénients dans chaque configuration. Oh, qu'est-ce que je parle bien! Oui, oui, je suis très impressionné. On dirait une interview. Donc, Franquin et Delporte, eux, travaillaient comme ça, alors, c'est ça? Peut-être pas toujours, mais la plupart du temps, oui. Enfin, ils aimaient beaucoup travailler. Ils allaient scénariser ensemble, quoi. Ils se mettaient autour d'une table basse et puis ils buvaient des coups. Enfin, pas spécialement. Je veux dire, ça peut être du café. Et puis du choc des idées, il y en a un qui prenait des feuilles de croquis, l'autre qui notait 2-3 bribes de scénario. Et puis évidemment, après ça, Delporte rentrait chez lui et rédigeait vraiment le découpage. Et toi, dans tes expériences avec des scénaristes, est-ce que ça fonctionnait de manière assez similaire? Oui, toujours pratiquement beaucoup de discussions. toujours. Oui, Ah, oui, ouais. c'est toujours d'abord une discussion et d'abord un échange d'idées. Par exemple, avec Gilles Dalle, les derniers bouquins, j'ai beaucoup fait plusieurs albums avec Gilles, et ça part toujours d'une conversation ou d'un échange d'idées. Et puis après, il reprend les choses chez lui, et puis il me les envoie, et puis on en rediscute après, quoi. Mais c'est vraiment une question de jouissance. Hein. D'abord, je crois que... Enfin, là, c'est de nouveau le psy, mais je crois que j'ai peur de moi tout seul parce que j'aime pas j'ai du mal avec les égos. Et donc, je trouve que quand il y a un partage d'idées avec quelqu'un d'autre, c'est moins lourd. Je me mets souvent à la place, par exemple, des humoristes qui travaillent tout seuls. Et je me dis, mais ça doit être atroce de porter tout seul une œuvre comme ça. À la fois, c'est courageux et à la fois, on est très vite dans la limite de écoutez-moi, regardez comme je suis formidable. Voilà. Et quand on est à plusieurs, on enlève un peu ce truc-là justement de devoir monter tout seul sur l'estrade et se mettre en valeur. Mais je dois dire que j'étais depuis toujours beaucoup plus sensible à l'écurie Spirou qu'à l'écurie Tintin, et j'observais déjà quand j'étais petit lecteur une grosse différence d'appréhension ou de façon d'aborder les choses, c'est-à-dire que chez Spirou, jamais personne ne pouvait se la péter. Personne. Si un membre de l'équipe Spirou commençait à se mettre en valeur, tous les autres se foutaient de sa gueule. Et donc, c'est pas quelque chose qui est tout à fait pareil de l'autre côté, dans l'école de la ligne claire. Il me semble, hein, c'est juste mon ressenti de petit lecteur à l'époque, et c'est ça qui m'a donné envie de me réfugier plutôt du côté de l'école de Marcinelle, ou la franco-belge côté Spirou, parce que d'abord on rigole beaucoup plus, et il y a une espèce de autodérision. C'est pas qu'on se dévalorise, mais c'est qu'on se dit, il y a aucune raison d'être fier de quoi que ce soit. Il n'y a aucune raison de se la péter. Et donc, j'aime bien, moi, cette autodérision-là. Et d'ailleurs, je me la pète en disant que j'aime bien cette autodérision-là. Alors que chez Tintin, tu pouvais avoir l'impression que c'était un peu plus des auteurs, une démarche comme ça. En fait... Je trouve que c'est pas très malin de ma part de faire des tiroirs aussi nets, parce qu'il y avait des gens chez Tintin qui étaient aussi autodérisoires que des gens chez Spirou qui pouvaient un tout petit peu se prendre au sérieux. Mais disons que c'est une façon de catégoriser et de me rendre compte que je me sens plus à l'aise dans cette famille-là que dans l'autre famille. Et je crois que j'ai peur quand je vois des gens où l'ego prend plus de place que le plaisir de partager des idées ou de partager des beaux dessins. Ça me fout la trouille. Ça me ressemble pas. Je n'ai pas envie de ressembler à ça, disons. Aujourd'hui, les gens, ils voient scénariste, dessinateur. Moi, je n'aime pas ce clivage, cette rupture. Je n'aurais jamais jamais dessiné le scénario de quelqu'un. Parce que j'ai envie de dialoguer, de construire mon récit, notre récit, ensemble, et que le dessin devienne une histoire, que l'histoire devienne du dessin. Et pour ça, il faut que, en gros, il y ait un seul auteur. François Skeuten,
co-auteur entre autres de la série Les Cités Obscures avec Benoît Peters et sur l'album Le Dernier Pharaon de la série Black et Mortimer avec Jaco van Dormael, Thomas Gunzig et Laurent Durieux. Hergé, voilà, Franck Jacob, c'était des auteurs complets. En fait, il faut se rapprocher de l'auteur complet. Et l'auteur complet, c'est quelqu'un qui ne pense pas scénario, dessin. C'est mélangé. C'est inextricable. Le dialogue, le texte, le dessin, tout ça, c'est organique. Et donc, je n'aime pas l'idée de disséquer, de découper ça. Donc, pour moi, ça doit rester organique. Et donc, oui, sans doute, nos récits ont pas mal de défauts, mais ils ont été pensés comme un tout. D'ailleurs, Benoît, on se complète bien pour ça. Ça rebondit. Je ne sais pas s'il est scénariste. Il est plus que scénariste. Il est quelqu'un qui s'intéresse au dessin, à l'image. Parfois, je lui propose des choses. Et voilà. On se connaît depuis qu'on a l'âge de 12 ans. Ah oui. Donc, vous pensez bien qu'on n'a pas besoin de beaucoup de mots. Il faut que ça rebondisse. Il faut qu'il y ait du plaisir. Parce que c'est déjà assez laborieux comme ça. Donc, il faut que ça soit amusant, qu'il y ait un peu de rêve qui s'insinue. S'il n'y a plus ça, ben, je pense qu'alors, ça devient un devoir. Ça devient quelque chose d'un peu trop lourd. Est-ce que vous pensez qu'une complicité grande est nécessaire pour une bonne collaboration Ah oui. en bande dessinée ? Ah oui, oui, moi je crois que c'est vraiment... Moi j'ai eu de la chance, j'ai travaillé avec des gens, j'ai donc travaillé avec mon frère d'abord. Bon là, c'est naturellement une complicité familiale, mais c'était très intéressant, c'était parfois complexe, parce qu'il n'est pas, entre guillemets, un scénariste professionnel. C'est ce que j'aimais chez lui, mais c'est ce qui rend parfois la chose complexe. Mais c'était très intéressant, il avait des idées tout à fait originales, tout à fait hors normes. Et moi, j'essayais de jouer avec ça. Et puis, avec Claude Renard, c'était là très, très organique, puisqu'on était 2 scénaristes, 2 dessinateurs. Exactement au même niveau. On dessinait sur les mêmes planches. Lui, il repassait sur ce que je faisais. Moi, je repassais sur ses dessins. On était vraiment totalement comme ça. Ça faisait un autre auteur. La somme de ces 2 auteurs. Donc ça, c'est une expérience très particulière. Je fais 2 livres comme ça avec lui. C'est très intime d'être dans le dessin de l'autre. Complicité tellement fraternelle, tellement faite d'amitié et d'ailleurs d'une vision commune. On a eu ça pendant comme ça quelques années. C'était vraiment formidable. J'ai un souvenir très, très, très passionné de ce moment où on se découvre. On découvre l'autre. Il m'apprenait beaucoup. Parce qu'il avait 10 ans de plus que moi. Il avait donc une expérience très, très pointue sur plein de choses. Et quand vous passiez dans son dessin, vous vous enrichissez réellement. Comment il dessine une corde, comment il dessine une chaussure, un cheval, des détails comme ça. Vous êtes un peu dans sa tête. Et ça, c'est c'est une très bonne école. Très, très bonne école. Et lui aussi, je pense qu'il a trouvé un plaisir J'ai un peu retrouvé ça avec Laurent Durieux, quand il a fait les couleurs de Blake et Mortimer, ou parfois quand on a fait des sérigraphies ensemble. Là, on a une espèce d'intimité un peu de cet ordre-là. Mais sinon, c'est quelque chose d'assez rare. Parce qu'il faut vraiment être dans un état d'esprit très particulier, puisque peut-être que ce n'est pas vous qui allez finir le dessin. Bon, le crayon permettait bien ça, évidemment, parce qu'on pouvait comme ça revenir inlassablement. Donc, il a le droit de gommer ce que je fais. Et moi aussi, j'ai le droit de gommer des choses, d'en rajouter. C'est vraiment... il faut une très grande confiance dans l'autre. Avec Benoît, quand une idée ne l'emballe pas, ben, moi je l'abandonne et inversement. On va vers les idées qui nous plaisent tous les deux. Donc il n'y a pas de... On ne s'est jamais disputé... avec Claude non plus. Il faut que l'idée nous plaise. Il faut que... Et puis bon, voilà, s'il y en a un qui résiste, c'est pas la bonne idée. Terminé. Il ne faut pas d'ego là-dessus. Il ne faut pas de la stratégie. Il faut de la lumière et on va là où il y a de la lumière et la lumière qui nous convient tous les deux. Et c'est chouette de penser un voyage comme ça parce que c'est un bon compagnonnage, quoi. Vous êtes sur un bateau. Il faut se répartir les tâches.
Mais il faut quand même qu'on ait une idée de la carte et du tracé sur la carte. De l'objectif. De l'objectif à atteindre. Alors après, bon, on peut discuter sur un peu plus par-ci, un peu plus par-là, mais si on est d'accord sur la destination et sur le parcours étant encore plus important, oui, on trouve le chemin. Il faut trouver le chemin, et puis on partage, tout se mélange. Je ne sais pas ce qui est de lui ou de moi, et je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est que le récit soit et de lui, comment dire, il se sente complètement propriétaire du récit, comme je m'en sens propriétaire. C'est-à-dire qu'on se sente bien avec cette histoire-là. C'est le plus important. Après, qui a fait quoi? C'est vraiment pas le problème. Et alors donc, Benoît, au départ, il est très très présent. On est vraiment à deux, en fait. Là, on est vraiment à deux. D'abord, dans le fait d'émettre le récit. Alors bon, par exemple, pour le dernier, celui qu'on est en train de préparer, là, oui, il est arrivé un peu plus tard. Il a découvert les images, parce que je lui ai dit, voilà, je l'ai appelé, j'ai dit, il faut que tu viennes, il y a un récit, il y a une histoire, elle est en train de naître, mais alors après, Benoît se réapproprie les images, et on commence à organiser, et voilà, et alors c'est très agréable de voir comment, justement, ce travail d'appropriation se fait. Par contre, après, ce qui est intéressant, c'est évidemment le regard critique de l'autre. Mais tiens, je n'aurais peut-être pas vu ça comme ça. Et là, il faut écouter, il faut entendre. C'est ça moi, j'aime bien la collaboration. Je suis un auteur de collaboration. J'ai fait des choses seul, mais j'adore collaborer. Quand j'adore le regard de quelqu'un d'autre qui vient m'accompagne, elle est la première qui vient me dire des choses parfois désagréables, mais utiles et nécessaires. Parfois des choses très agréables, mais aussi parfois des choses, tiens, genre, ça c'est pas tout à fait ça, ou c'est un peu, je vois à son regard qu'elle n'est pas totalement emballée, puis elle peut l'être, mais on a besoin de ça. Moi, je suis toujours épaté quand je vois Lennon et McCartney en train de chercher une chanson. Ils sont les yeux dans les yeux, ils se regardent, ils sont à 20 cm l'un de l'autre, avec leur guitare. Et c'est suivant le regard de l'autre, ils voient, ah oui, ça ils n'ont pas besoin de se parler, ils ont tellement de complicité, tellement puissante, et ancrée dans une adolescence. Et du coup, cette créativité-là, cette tension-là, elle ne peut pas durer des éternités, parce que ça n'a pas duré, parce que c'est tellement organique, tellement puissant, tellement, comment dire, c'est des merveilles qui sortent d'une complicité comme ça. Mais évidemment, c'est aussi une exigence et une tension, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, de beau, est aussi difficile. Vous faites alors beaucoup relire, beaucoup de gens lisent vos planches pendant le processus? Pas beaucoup, parce qu'il ne faut pas non plus... D'abord, ce n'est pas si facile de lire et de porter un avis, et un avis utile. Ça demande beaucoup de talent, ça. Alors, il faut des regards. Il y a bien sûr le regard de l'éditeur aussi. C'est un métier, c'est un vrai métier, éditeur, qui demande de la diplomatie, de la capacité à regarder. Enfin, parce qu'on est fragile à ce moment-là. Les premiers regards sont des regards qui sont craints, et qui peuvent faire des dégâts s'ils sont maladroits. Mais en même temps, ils doivent être sincères. Ils doivent être cash aussi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Mais moi, avec le recul, je me rends compte que je suis de plus en plus désireux de regards exigeants. Peut-être parce que je doute plus de moi-même. J'aime bien, une fois que le scénario est posé, surprendre le scénariste. Par le découpage, par l'image que je vais proposer. David Prudhomme, co-auteur de la bande dessinée Vive la marée avec Pascal Rabaté et dessinateur de la série Ninon secrète, scénarisée par Patrick Cotias. C'est comme un jeu aussi, avec un jeu d'amitié, en fait.
Tes scénaristes sont toujours des amis? Eh bien maintenant j'essaye. C'était pas nécessairement le cas au début? Non, le premier scénariste avec qui j'ai travaillé, c'était Patrick Cotias, et il avait l'âge de mon père. Ça m'empêche pas d'être ami, mais j'étais tout jeune débutant, c'était pas du tout un rapport. On est devenus assez proches quand même, le temps de la réalisation de l'album. On s'est perdu de vue depuis. Mais on avait un super rapport, et justement c'est parce que je cherche cette relation, tu vois, j'en ai besoin en fait, peut-être même pour croire pour passer autant de temps sur une histoire. J'ai besoin de croire, d'avoir envie aussi de communiquer avec la personne qui l'a pondu. Et est-ce que ça ne rend pas difficile la collaboration que tu... Ça limite les collaborations possibles. Mais ceux avec qui tu travailles maintenant savent que vous connaissez vos dynamiques respectives et oui. vous arrivez à vous caler l'un sur l'autre. Oui. Même aller avec Pascal Rabaté jusqu'à dessiner, écrire ensemble et dessiner ensemble dans le dernier album qu'on a fait. Faire les repérages ensemble aussi, avant. On a vraiment vécu ensemble pendant des mois, avec, par petites périodes, si tu veux, mais bout à bout, ça fait des mois. Et c'était super d'être côte à côte et de dessiner sur les mêmes pages, quoi. Donc, et d'aller du début du processus jusqu'à la fin ensemble, c'était génial, hyper excitant. Et là, on n'a pas refait, justement. On a moins pu... Alors Pascal, il a un peu la même maladie que moi, il a refait beaucoup ses pages jusqu'à trouver un truc qui, au moment où ça se passe, te satisfait, tu vois. Mais là, on n'a rien refait. On était tellement pris dans la frénésie de se raconter les trucs, de les voir avancer, qu'on a pondu, et c'était une énergie qu'on n'a pas retrouvée. Là, tu parles sur chaque projet que vous avez fait ou Non, sur le dernier projet qu'on a fait, oui, qui s'appelle Vive la marée. Là. On a été en repérage à la plage, on a improvisé ensemble en découpage dessiné l'histoire, et on a ensuite dessiné ensemble en se partageant les personnages, tu vois, le casting. Ah, c'est comme ça que ça se passait, chacun dessinait tel ou tel personnage. Telle famille, tel personnage, voilà. Oui. Le personnage étant en avant-plan... décider de... Si on avait élu ce personnage-là, par exemple, on commençait la page, puisqu'il est en avant-plan. C'est aussi bête que ça. Et après, inversement. Ouais. C'était le podcast La Planche. Musique par le groupe Le Noir, Kevin MacLeod et Scott Buckley. Un immense merci à tous les auteurs et autrices pour leur patience et de m'avoir accordé de leur précieux temps. Un énorme merci au musée de la BD de Bruxelles d'avoir financé, suivi ce travail et d'avoir rendu tout cela possible. Et remerciements tout particuliers à Isabelle de Becker, Salva Di Bernardo, Laurent Lenoir, Thibaut Fontenoy, Tine Anthony, Marie Nif et Wivine Van Donade. Un immense merci à ma famille et à mes amis de m'avoir soutenu dans ce périple. Et un grand merci à vous, bien sûr, pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Au revoir.